Bonsoir à tous. C'est Tambour Battant consacré aujourd'hui à prévenir l'engagement djihadiste. Alors avec Patrick Tudoret, nous recevons Raphaël Baquet, qui est journaliste au Monde et qui est en même temps, avec Ariane Chemin, l'auteur de ce livre qui s'appelle La communauté. En fait, vous avez travaillé à Trappes. Vous racontez avec minutie, dans ce livre qui s'appelle donc La communauté, l'effritement du modèle républicain à Trappes. Une ville qui semble avoir été abandonnée par l'État, ou presque, qui était autrefois régie par le communisme, c'était une municipalité communiste, et aujourd'hui, disons, mangée par le communautarisme, un communautarisme essentiellement islamiste. Alors, votre livre montre la progression de la méfiance, de la peur et de la haine dans cette ville de Trappes. Moi, ça m'a beaucoup frappé dans la lecture. L'effondrement de la direction du Parti communiste français, l'effondrement de la municipalité communiste a eu pour effet, au fond, de créer un climat et vous montrer comment progressivement ce climat s'est créé, qui est un climat terrible. Et je voudrais essayer, au fond, de vous poser la question, puisqu'il y a tout le temps cette idée radicalisation de l'islam ou islamisation de la radicalité. En vous lisant, j'ai compris que, en tout cas à Trappes, on peut parler d'une islamisation de la radicalité. Oui, encore que je trouve que cette querelle entre deux chercheurs, à vrai dire, est absurde, parce que la réalité, c'est qu'effectivement, la radicalité peut prendre plusieurs visages, mais aujourd'hui, le visage principal et le défi principal qui s'offre à nous, c'est celui-là, c'est le défi de la radicalisation de l'islam. Donc, et à Trappes, ce qui est intéressant, c'est que la religion est venue presque remplacer place pour place le communisme, c'est-à-dire que le communisme avait un projet dans cette ville qui était un peu le laboratoire du PC. Il avait un projet total, si on peut dire, ambitieux, de prise en charge de chaque instant en fait de la vie de ses administrés. Et son déclin a coïncidé effectivement avec l'arrivée, le renouveau religieux qu'on connaît d'ailleurs dans toute l'Europe. Mais dans cette ville, la religion s'est installée à la place en fait du communisme, c'est-à-dire qu'elle fait aussi bien, elle ne fait pas non plus, elle ne fait pas que prier à la mosquée, elle fait du soutien scolaire, elle s'occupe des mal logés. Toute tâche que faisaient les communistes autrefois. Toute tâche que faisaient les communistes autrefois. En fait, vous refusez de minimiser le danger de la montée de l'intégrisme musulman. Je suis très frappé par le fait que les politiques, dans notre pays, au fond, n'affrontent pas cette question. Et on sent dans votre livre qu'une des raisons pour lesquelles les politiques n'affrontent pas cette question, c'est bien évidemment l'électoralisme. Au fond, ils ont besoin de cet électorat musulman tenté par l'islamisme, et en conséquence, ils ne voudraient pas les fâcher, donc ils ne parlent pas de ce danger islamiste. Mais parce qu'on voit aussi que la population elle-même, elle est ambivalente là-dessus. Parce que les premiers à souffrir des islamistes, ce sont souvent les musulmans qui vivent leur religion de façon quotidienne et classique et tranquille. Et à Trappes, les premiers à souffrir des barbus, comme ils les appellent, ce sont bien les musulmans, notamment les femmes. Bien sûr, donc, oui, on en parlera, effectivement. Et du coup, c'est vrai que les politiques sont partagés, ils n'arrivent pas à faire cette distinction que nous faisons entre des islamistes radicaux, violents, insupportables, puritains qui veulent imposer, y compris dans la vie quotidienne, leurs règles, et puis des musulmans qui pratiquent leur religion de façon privée et tranquille. Oui, vous le dites dans le livre d'ailleurs, au début on a vu arriver des évangélisateurs, des tabliguistes, donc qui enseignaient un islam, disons, quiétiste, pacifique. Peut-être qu'il faut dire que c'est tabligh, parce que tabliguiste, ça veut dire que ce sont au fond un islam traditionnel et au fond intégriste. C'est un courant indo-pakistanais en fait de l'islam. Voilà. C'est ça. Et donc venu effectivement de l'Inde et du Pakistan. Et ils ont été remplacés petit à petit, et peut-être que là, les yeux ne se sont pas dessillés à temps par ce qu'on appelle les salafistes. C'est-à-dire qui, eux, prônent un djihad qui n'est pas forcément... Alors qui peut être... qui ne peut ne pas avoir cette radicalité guerrière, mais qui peut aussi le porter, et on l'a vu. Donc comment s'est passée cette transition, et dans quelles années à peu près ? En fait, la vraie bascule sont les années 90, et dans beaucoup de villes françaises, à vrai dire. On a connu cette bascule-là. C'est-à-dire, ça coïncide effectivement avec
le déclin des idéologies classiques, si je puis dire, notamment du communisme, mais pas seulement. Et puis la crise économique, bien sûr, qui va se surajouter à ça. Et à Trappes, c'est tout à fait particulier parce que cette crise, ce déclin des idéologies se manifeste de façon très concrète. D'abord, les communistes s'en vont, donc souvent les Blancs, il faut bien le dire, et puis la drogue s'installe. Et c'est aussi sur cette situation catastrophique où énormément de jeunes se retrouvent à se shooter dans les caves des immeubles, qu'arrivent, si vous voulez, ces prédicateurs qui sont très bien accueillis car ils sont là pour, d'une certaine façon, convaincre les jeunes de quitter les caves et leurs salles de shoot, improvisées pour retourner à la mosquée. Oui, les familles, au début, les voient de manière très positive, puisque effectivement, c'est en gros, pour simplifier, mais soit la cam, soit la mosquée, et ils préfèrent voir leurs enfants à la mosquée que dans les caves en train de risquer leur vie, quoi. Sauf les vieilles générations et souvent les Kabyles aussi, car c'est aussi le moment où se passe la guerre civile en Algérie. Et ce qui est important, c'est que ce ne sont pas seulement l'arrivée des religieux qui vont contribuer à créer une espèce de terreau, si vous voulez, c'est aussi l'arrivée d'hommes du GIA. Alors voilà, vous parlez du GIA, il y a un chapitre qui lui est consacré. C'est quand même insensé, ce qui nous a le plus surpris, à vrai dire, parce que effectivement, à Trappes arrive comme réfugiés politiques, des hommes du GIA, donc du groupe islamique armé d'Algérie, qui sont effectivement réprimés par le gouvernement algérien militaire. Mais enfin, ils arrivent pour se réfugier en France. Et ce sont notamment ces grandes familles qui vont aussi recruter les premiers terroristes. Raphaël Baquet, il y a un lieu privilégié d'observation de la situation qui est bien sûr le lycée de la Plaine de Naufle. Alors ce lycée, vous le décrivez comme autrefois étant un lycée de mixité sociale. Et en fait, ça s'est transformé, et ce lycée de mixité sociale est devenu tout à fait autre chose. Il faut rappeler que Trappes a été le lieu où ont été élevés Jamel Debbouze, Nicolas Anelka, Omar Sy, La Fouine, Sophia Aram, donc des gens qui s'en sont sortis, et qui s'en sont sortis en fait avec vraiment des métiers extraordinaires, et qui sont dans le showbiz, etc. Et d'une certaine façon, on a l'impression que cette promotion sociale ne joue plus. Parce que, alors, vous laissez entendre que c'est parce qu'il n'y a plus de mixité sociale dans le lycée de Naufle. Ah ben, écoutez, en grande partie, c'est certain. Sophia Aram, par exemple, qui est la seule de ce petit groupe dont vous avez énuméré les noms, à avoir fait des études. Parce que Jamel Debbouze, qui a énormément de talent, est un cancre au lycée. Omar Sy, Anelka aussi. Pas génial. Anelka, formidable champion de foot, mais il est nul en classe. Donc, si vous voulez, mais effectivement, il existe une prise en charge différente pour des jeunes gens comme ça. Il y en a un qui fait le club d'impro au collège, Anelka est dans le club de foot. Tout ça, c'est aussi l'espèce de communisme municipal. La Fouine va au conservatoire, gratuitement. Donc tous ces jeunes gens sont encore pris en charge par, d'une certaine façon, la ville. Et quand Sophia Aram va au lycée, en terminale, elle le dit elle-même, elle est au fond la seule enfant d'émigrés dans le lycée où vont à la fois la bourgeoisie environnante et puis les enfants de communistes. Et c'est vrai que les professeurs vont commettre une erreur redoutable, c'est qu'ils font grève parce que le lycée est engorgé, il y a trop d'élèves. Ils font grève pour qu'on construise un lycée justement dans la petite ville plus bourgeoise d'à côté, ce qu'il va être fait. Ils vont obtenir satisfaction à leurs revendications et c'est le début de la catastrophe puisque toutes les classes moyennes iront dans ce nouveau lycée et il ne restera, comme disent les trappistes, nous sommes restés entre pauvres. Et effectivement, aujourd'hui, le lycée de la Plaine de Naufle, d'abord, manque d'élèves et il est d'une homogénéité sociale accablante et qui saute aux yeux. Alors, vous avez parlé des membres du GIA, il y a aussi les Marocains, parce que c'est une cité, Trappes, où il y a énormément de Marocains, et qui sont finalement influencés par les théories salafistes. Alors, souvent sur un fond de délinquance, mais pas seulement sur un fond de délinquance. On a l'impression qu'il y a une certaine autonomie religieuse qui, petit à petit, leur donne, au fond, la liberté de devenir, au fond, des croyants, ce qu'ils croient être, des croyants qui doivent, au fond, se battre contre les koufars, c'est-à-dire contre ceux qui ne croient pas. Les mécréants. Mais on voit comment, au fond, cette idéologie islamiste s'installe. Elle s'installe parce que, au fond, elle offre aussi une identité à des gens qui sont, à des jeunes gens, à la deuxième, troisième génération, qui souvent
est ballottée. Elle est née en France ou elle est arrivée en France vraiment enfant, mais elle ne sait jamais très bien si elle est française, marocaine. Elle se sent rejetée et donc la religion lui donne une identité facile, plus glorieuse, et en même temps plus satisfaisante. En même temps des perspectives, non? Des perspectives souvent dans l'au-delà quand même. Enfin bon, non, oui, dans l'au-delà, d'accord, mais je veux dire des perspectives de pureté, oui, d'engagement de la vie. Un sens en tout cas, oui, un pseudo-sens peut-être, mais oui, sans doute. Mais plus encore que spirituel, aussi une identité même sociale dans la ville. Et donc c'est cela aussi qui est important. Et d'ailleurs, les maires et le maire de Trappes, mais comme dans beaucoup de villes, au fond, arrivent beaucoup plus à satisfaire des revendications religieuses. C'est plus facile de construire une mosquée que d'offrir du travail à toute la jeunesse du coin. C'est comme ça qu'il a été élu, M. Malandrin. Oui. M. Malandrin, maire de Trappes, est élu parce qu'il promet une mosquée. Il va construire la mosquée pour, au fond, les musulmans de sa ville. Et c'est sur cette base que, au fond, mais la construction d'une mosquée en soi, elle n'est pas illégitime. Il y a un lieu de culte. Bien sûr. Le problème, c'est qu'effectivement, les revendications religieuses sont plus faciles à satisfaire. Et donc, très souvent, dans beaucoup de villes, pas seulement à Trappes, mais les maires ont beaucoup plus reçu, plus volontiers, des représentants religieux que des jeunes gens qui revendiquaient pour avoir du boulot. Alors le climat s'est petit à petit dégradé, la République a commencé à reculer, on peut dire, sous les coups de boutoir, au fond, des communautés, et d'abord de la communauté musulmane. Alors là, quand on dit communauté musulmane, on fait comme si on faisait l'amalgame entre les musulmans et les islamistes. Or, ce partage est un peu difficile à faire. Alors vous évoquez bien sûr les conditions dans lesquelles la synagogue a brûlé à Trappes. Est-ce que c'était un accident? En fait, finalement, il n'y a pas de conclusion sur l'incendie de la synagogue. On se doute bien que c'est les islamistes qui l'ont fait. Mais il y a le témoignage de la fouine, oui, qui dit que justement, les gosses qui ont mis le feu sont venus le voir et lui ont dit en fait que c'était les islamistes qui les avaient poussés à le faire. Voilà. Donc, l'enquête de police, au départ, avait conclu donc à un acte volontaire. Hein. Oui, un acte volontaire. Oui, un acte volontaire, mais on ne sait pas très bien d'où il venait. Et puis ensuite, devant l'émotion, les difficultés, on a conclu que c'était un mégot de cigarette mal éteint. Un revirement officiel, en tout cas. Ouais. Alors, les frères musulmans paradent en ville, dites-vous. Moi, je voudrais qu'on parle de cette parade des frères musulmans. Parce qu'un certain nombre de gens, aujourd'hui, en France, savent les effets délétères de l'idéologie des frères musulmans. Et là, ils sont officiels. Alors, est-ce qu'on pourrait comprendre... J'ai parlé d'électoralisme chez Guy Malandrin, le maire de Trappes, mais il devrait quand même être inquiet, lui qui vient du CRS, c'est-à-dire de la gauche du Parti socialiste, devant la progression de cette secte des frères musulmans. Oui, mais il ne sait pas qui c'est. Il faut bien voir que mais non, dans les années 90, on voit bien. D'abord, les communismes, c'est pareil. L'arrivée des premiers religieux, si vous voulez, les communistes qui sont athées ne comprennent même pas ce que sont ces revendications. Et quand les frères musulmans arrivent, il faut voir ces deux frères musulmans que nous décrivons, qui sont d'abord beaucoup mieux éduqués que les trois quarts des gens de la ville. Ils sont tous les deux ingénieurs, ils sont très bien habillés, ils s'expriment très très bien, ils sont séduisants. Nous qui les avons rencontrés, ils sont séduisants, ils sont intelligents, ils savent parfaitement bien négocier justement un plan d'occupation des sols, ils savent parler le langage, y compris des technos. Et donc effectivement, si vous voulez, le maire, ou en tout cas à l'époque, Guy Malandrin, qui aspire à devenir maire, comprend très bien qu'il représente une force politique avec qui on peut parler. Et c'est ce qu'il va faire. On met le doigt là sur quelque chose. On a reçu ici sur ce plateau Jean Birdbaum qui avait écrit un livre qui s'appelle Un silence religieux, voilà, et qui disait bien, il le disait clairement, l'impossibilité d'une certaine gauche française à penser le religieux. Et ce refus, et qui aboutit à un déni. Et on est là au cœur un petit peu de ça. Mais Guy Malandrin, c'est plus que ça, parce que c'est un chevènementiste, un chevènementiste anticlérical. Et donc, il a toujours été extrêmement réticent aux religions, mais d'abord à la religion catholique, qui est celle qu'il connaît, dans laquelle il a été élevé. Et lorsqu'il voit ces deux ingénieurs, ces deux frères musulmans, il ne les prend pas comme des représentants religieux. Vous voyez, il les prend comme des représentants politiques, ceux qu'ils sont d'ailleurs. Ceux qu'ils sont aussi. Mais c'est ça qui est frappant. Raphaël Baquet, il faut voir les effets idéologiques de cette situation. Alors, vous racontez ce qui se passe dans le lycée, qui fut un lieu d'ascension sociale et qui ne l'est plus, puisqu'il est réservé seulement aux pauvres, d'une certaine façon. Vous racontez comment un certain nombre d'enfants ont avancé dans un cours de philosophie
qu'au fond, c'était pas possible que la Terre tourne autour du Soleil. Et la prof de philo donc est amenée à leur expliquer que si la Terre tournait bien autour du Soleil, on a dit non, non, le Coran nous apprend l'inverse. Alors, je voudrais essayer de comprendre comment les choses s'enracinent, comment ce genre de mensonge, de refus de la science s'enracine. Comment vous expliquez la manière dont ces jeunes défendent vis-à-vis de leur prof de philo le fait que bon, c'est faux, le Soleil tourne autour de la Terre, et qui défendent de la même manière qu'on découvre que les idées de Darwin sont absolument insupportables, non, les hommes ne descendent pas des amis du singe, etc. Alors, comment, à votre avis, ça s'est enraciné, ça écoutez, ce professeur le raconte très exactement. Ces élèves, c'est pas tellement à la mosquée que ces élèves apprennent ça, c'est dans des cassettes éditées par le Qatar, hein, notamment, mais il y a aussi des jeunes gens qui se voient des stages payés en Arabie Saoudite. Donc, si vous voulez, on voit bien l'influence de l'extérieur aussi, hein, mais dans des cassettes éditées par le Qatar, qui effectivement contestent les thèses darwiniennes, darwinistes, qui contestent absolument tout ce qu'on apprend comme des choses établies par la raison, si vous voulez. Pour qu'il la Terre est plate, tout pour simplement. Qu'il la Terre est plate. Les platistes qui font partie des complotistes. Exactement. Et finalement, ce lien entre complotisme et ces thèses qui sont véhiculées, ces thèses de propagande incroyables qui sont véhiculées justement par aujourd'hui des DVD, ou enfin sur tous les réseaux sociaux, il faut bien le dire, eh bien, le lien est très, très clair. Il est souvent établi hein, entre les thèses complotistes et ces thèses donc radicales islamistes. Et là, visiblement, ils sont nourris à ce petit lait dans ces années-là. Exactement. Et quand on regarde ces cassettes que j'ai regardées, c'est assez bien fait, mais enfin, en même temps, c'est pas non plus... Enfin, c'est assez bien fait, quand même, avec de l'infographie, et effectivement, sur des jeunes gens, des adolescents, souvent, ça peut tout à fait marcher. Mais ce qui est intéressant, c'est que les professeurs, justement, avant les politiques, vont être aux premières loges pour voir la montée, justement, de cette nouvelle religiosité, de ce nouvel irrationnel... Enfin, au fond, ils n'ont pas su alerter, ces professeurs. Ils n'ont pas su alerter l'opinion publique, parce que surtout, ils auraient dû dire que c'était impossible, insupportable. Parce qu'ils sont pris d'abord entre deux feux, ils sont pris dans le débat sur le voile, qui occupe très largement les esprits. Ils sont eux-mêmes... Il y a des batailles dans les salles de profs, hein, entre ceux qui ne veulent pas stigmatiser leur population. C'est compliqué, ce sont leurs propres élèves. Donc, c'est très difficile pour eux de mettre en cause leurs propres élèves, dont ils connaissent par ailleurs la situation familiale catastrophique souvent. Donc, c'est ça qui s'est passé. Il y a quelque chose qui est la pierre de touche, à mon avis, de l'influence islamiste, c'est la question des femmes. Je crois que la question des femmes est absolument décisive. Quand vous nous expliquez que place des Merisiers à Trappes, il n'y a plus de femmes dans les bars, là vraiment, là on touche un point extrêmement grave. Alors sûr. Vous disiez tout à l'heure que M. Ballandrin ne connaissait pas les frères musulmans. Bon, j'accepte. Enfin, au départ. Il doit connaître quand même Après, il a été un peu déniaisé. Il doit connaître un tout petit peu sa ville quand même. S'il a été place des Merisiers et qu'il a vu que les cafés, il n'y avait que des hommes, ça aurait quand même dû l'alerter, non? Mais vous entendez bien ce qu'on dit, Benoît Hamon, qui est le député enfin, qui était le député de la circonscription puisqu'il a été battu aux dernières législatives, vous entendez bien ce qu'il disait, c'est-à-dire, mais ce sont des cafés où elles n'ont pas envie d'aller, etc. Le café de la place des Merisiers, c'est pas un bar PMU comme à Sevran où on passe son temps à jouer au loto, pas du tout. C'est un café, c'est le café de la place d'abord, avec des grandes baies vitrées, il y a des photos anciennes de Trappes accrochées au mur, c'est un café tout à fait agréable et nous y sommes allés souvent. nous y sommes allés souvent, mais comme... On vous regardait de travers? Pas du tout. Nous étions extrêmement bien accueillis. Autorisés d'une certaine façon. Mais nous n'étions pas considérés comme musulmanes. Ben oui, c'est ça. Et donc, la pression, elle repose avant toute chose sur les femmes qui sont censées être musulmanes. Donc, c'est ça le problème. Et c'est pas seulement aller au café, la difficulté. On ne peut pas fumer dans la rue. Je me revois avec Ariane, on était avec des jeunes femmes qui sont devenues nos copines de Trappes, et on leur disait un peu, mais alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont compliquées à faire à Trappes? Mais elles ont éclaté de rire. Elles nous ont dit, mais enfin, évidemment, nous, on ne fume pas dans la rue, on ne peut pas se promener avec des manches courtes pendant l'été, on ne peut pas manger une glace, sinon on se fait reprendre par les barbus, et évidemment, il n'est pas question d'aller au café. Vous parlez d'insultes régulières. Ah oui, donc c'est ça, vraiment. Mais
en même temps, dire ça, vous voyez, quand on a parlé du livre, quand le livre est tout juste sorti, les premières semaines, quand nous avons évoqué le problème des femmes, c'est ce qui est le plus subversif. C'est là-dessus que nous avons été le plus... C'est éruptif. Et vous évoquez un moment, d'ailleurs, moi je repense à ces barbus, puisqu'à Trappes, il les appelle comme ça, et donc qui vous citez dans le livre, qui quittent une réunion publique parce que le mot gynécologie vient d'être prononcé. Oui. Ce refus absolu. Ah oui, radical, non, mais vraiment, il y a une sorte de puritanisme tout à fait étonnant pour nous, effectivement. Et alors, ça se traduit au lycée, parce que vous racontez l'histoire de ce prof de philo qui découvre dans sa classe, les garçons se mettent d'un côté, les filles se mettent de l'autre côté. Oui, là alors encore, les profs sont à l'avant-garde. Mais alors les profs devraient dire, mais écoutez, c'est pas possible, il faut que les garçons et les filles se mélangent. Mais les profs, alors ils ne le disent pas. Beaucoup. Parlons-en, ils ne le disent pas. Vous disiez, la République a abandonné ces villes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que justement, ce qu'il reste de la République, c'est souvent les profs. Et donc... Et beaucoup de profs essaient de se battre pour ça. Mais d'abord, ils ne sont pas unis. Alors, ils ne disent pas mélange garçon-fille. Si, ils essaient, mais si vous voulez, c'est compliqué. Chaque jour, vous devez faire la police, alors mélangez-vous. C'est très difficile à faire pour un professeur. Il doit essayer surtout de garder le lien avec ses élèves. C'est très compliqué pour les profs et tous ne sont pas d'accord. Alors vous décrivez effectivement des profs très seuls. Je pense à la mort du gardien. Oui. Et au fond, à l'effet dans la salle des profs de la mort du gardien du lycée. Alors ça, c'est un événement difficilement compréhensible. Oui, ça se passe en 2005, au moment des émeutes, puisqu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose au niveau national, si vous voulez, à Trappes, c'est amplifié. Et donc, il y a des émeutes dans beaucoup de villes de banlieue, mais à Trappes, le gardien du lycée meurt, asphyxié par un incendie qui a été provoqué par des émeutiers. Et effectivement, ce jour-là, la proviseure du lycée ose à peine en parler. Elle ne veut pas faire une réunion particulière là-dessus. Il faut que les professeurs montent au créneau et que les élèves eux-mêmes, choqués par la mort de ce gardien qu'ils côtoient tous les jours, disent « Mais enfin, on va pas quand même continuer les cours comme si de rien n'était, on va faire quelque chose en la mémoire de ce gardien. » Mais vous voyez qu'à chaque fois, on n'ose pas dire les incidents. Et c'est toujours le même mot qu'on a entendu. La réputation de l'établissement. La réputation. Voilà. Réputation qui est effectivement stratégique. Parce que si vous avez une mauvaise réputation, déjà que les classes moyennes désertent votre lycée, mais alors là, jamais ils n'y mettront les pieds. Et donc, effectivement, c'est ça la difficulté. Et le maire, aujourd'hui, Guy Malandin, c'est aussi son obsession, la réputation. Il veut changer le nom de Trappes, l'appeler Trappes en Yvelines, comme si ça allait changer quelque chose. Oui. Quand le ministère de l'Intérieur a attribué des policiers supplémentaires à des villes en difficulté, beaucoup de villes étaient candidates, Trappes ne l'était pas. En raison de sa situation, on lui a quand même attribué une dizaine de policiers supplémentaires. Eh bien, le maire s'est plaint qu'on stigmatisait sa ville. C'est compliqué, vous voyez, c'est-à-dire que même dans ces cas-là, il y a une espèce de volonté de surtout ne pas faire de bruit. Il faut quand même créditer le maire de quelque chose, ce que vous dites dans le livre, ce que je ne savais pas, c'est qu'il a remplacé les bars, et au fond, par des logements beaucoup plus agréables, qui ne sont pas à 30 étages, et qui sont des logements plus faciles, plus gais, etc. Donc il a rénové l'habitation. Bien sûr, ce qui est intéressant chez ce maire, c'est qu'il a fait des choses très positives, et effectivement, notamment la rénovation urbaine. Il n'y a plus les bars et les tours qui étaient là dans les années 60 et 70, il y en a un ou deux, mais enfin vraiment c'est tout à fait... Et quand vous allez dans la ville ne ressemble pas du tout à une caricature des cités de banlieue, si vous voulez. C'est une ville tout à fait agréable, la place du marché est tout à fait agréable, enfin franchement on s'y promène sans difficulté. Donc il a fait ça, il a obtenu enfin que la nationale qui déchire la ville, qui coupe la ville en deux, soit recouverte, voilà, la nationale 10 soit enfin recouverte dans 10 ans, j'espère. Donc il a fait beaucoup de choses, mais justement c'est aussi pour lui une gifle, c'est-à-dire que le fait que la ville soit aussi la ville de record de départ au djihad, si vous voulez, est une gifle sur tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire malgré tous ses efforts, eh bien la ville continue à s'enfoncer dans une espèce de communautarisme et de fermeture. Puisque nous nous centrons sur prévenir l'engagement djihadiste, je voudrais que vous nous disiez si les deux exemples que vous prenez, c'est-à-dire les structures sportives, et la volonté dans ces structures sportives de lutter contre l'islamisme, 1. Et 2, ce rabbin qui refuse de quitter Trappes quand sa communauté s'en est en partie éloignée, parce qu'après l'incendie de la synagogue, ils ont tous eu peur et ils sont partis. Je voudrais que vous me disiez
Est-ce que c'est ça des moyens de prévenir l'engagement djihadiste? Là, on a quand même des résistants. Les prêtres aussi, il y a le père Étienne qui fait beaucoup. Oui. Alors, le père Étienne, par exemple, fait du soutien scolaire. Hein, et il n'a que des petits musulmans à son soutien scolaire. 70 enfants chaque jour, ça compte, hein, évidemment. Le club de foot, c'est très important. Hein. Il était présidé par Mustapha Al-Arbaoui, qui aujourd'hui n'est plus que président d'honneur depuis quelques mois, mais enfin qui a impulsé quelque chose de très important. Et effectivement, il a imposé le fait que, d'abord, qu'il y ait une équipe, par exemple, de filles, de football féminin, que les garçons puissent prendre leur douche sans être entièrement habillés. Donc il a imposé des règles de vie quotidienne laïque, si vous voulez, et il l'a imposé sans difficulté. Et c'est un musulman. Et il est athée. Oui, d'accord, mais c'était quelqu'un d'origine musulmane. De culture musulmane. Mais il est athée. Et bon, il ne le dit pas trop, mais enfin bon, ça compte évidemment. Mais par son charisme, il a réussi. Je ne peux pas vous dire que c'est une garantie contre le djihadisme, puisqu'il y a un des membres de son club qui est parti faire le djihad. Donc ce n'est pas une garantie absolue. Mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui se battent pour ça. Raphaël Baquet, alors à votre avis, comment prévenir l'engagement djihadiste? Qu'est-ce qui aurait pu être fait? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour que les jeunes de cette cité de Trappes ne s'engagent pas dans le djihad? Écoutez, la première chose, c'est qu'il y a un endroit où la plupart des jeunes gens qui sont partis au djihad ont trouvé le numéro de leur passeur. C'est un kebab. Il est resté ouvert tout le temps. Il n'a jamais été fermé. Et c'est la population, d'ailleurs, qui, finalement, il y a quelques mois, a poussé son propriétaire à partir. Et il est reparti en Algérie. Enfin, si vous voulez, jamais personne n'a été inquiété. Donc, ces anciens du GIA, ils sont toujours là sans difficulté. Donc, alors, ils servent d'ailleurs très souvent d'indicateur à la police, il faut bien le dire. Donc ils jouent sur les deux tableaux. Ils jouent sur les deux tableaux. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'on a le sentiment, en même temps, il est clair que les services de renseignement regardent Trappes avec attention. Mais on a eu le sentiment que, si vous voulez, tout pouvait se passer à ciel ouvert. Et on voit bien aujourd'hui que, aujourd'hui où les départs au djihad ont cessé depuis déjà 2016, hein, mais on voit bien qu'une partie de la ville continue à vivre avec cet ailleurs qui est en Syrie, puisque sur les 67, si vous voulez, qui sont partis, il y a d'abord tous ceux qui ont raté leur départ, hein, il y en a plus que ça. Enfin, sur les 67 qui sont partis, il y en a probablement une bonne moitié qui a été tuée au combat, et l'autre moitié dont les habitants de Trappes guettent les signes, si vous voulez, les signaux, et avec lesquels ils communiquent. Est-ce que vous avez l'impression que d'autres choses pourraient être faites par l'État et qu'en fait, indépendamment du kebab dont vous avez parlé, mais d'autres initiatives pourraient être prises pour empêcher cette radicalisation d'une partie de la population musulmane? D'abord, il y a un très gros travail, si vous voulez, il y a les choses à court terme, hein, évidemment, qu'aujourd'hui la police fait, avec retard, mais enfin, qu'aujourd'hui la police fait, puis il y a les choses à long terme, mais c'est d'abord l'éducation, évidemment, parce que tous ces jeunes gens qui contestent, si vous voulez, des choses, la rationalité la plus élémentaire, ça commence par là, bien sûr. Ça commence par là. Et donc, effectivement, ce qui est difficile, si vous voulez, c'est que, par exemple, quand on supprime les emplois aidés, eh bien, tout le soutien scolaire qui marchait avec ça, si vous voulez, le prêtre, on parlait du père Étienne, voilà, donc il ne peut plus faire face exactement, aux demandes qui sont très nombreuses. Et donc, les bénévoles qui restent sont l'association L'Ipiver de la mosquée, qui est une association prosélyte. Et gagnée par l'islamisme. Oui, elle est tout à fait prosélyte, et si vous voulez, la contestation du darwinisme, ça ne lui fait pas peur. Et donc, on sait que Jean-Louis Borloo a été mandaté par un énième plan dont l'Obs disait quand même que ça allait taper fort. Bon, voyons. Donc ça s'appelle peut-être prendre le mal à la racine. En tout cas, c'est une bonne idée. Après, est-ce que vous croyez à ça? Est-ce qu'il va y avoir des choses qui sont susceptibles de changer? C'est intéressant que ce soit Borloo. Lui aussi, après la publication de notre livre, nous a appelés. Justement, on l'a rencontré parce que justement, lui qui a été le père de la rénovation urbaine, il voit bien que changer les immeubles, c'est très important quand même pour la vie quotidienne des gens. Hein. Ils vivent quand même mieux, et tant mieux. Mais hélas, ça n'a pas suffi à arrêter la gangrène de la radicalisation et de l'islamisme. Donc, il a beaucoup d'idées, mais il y a énormément de choses à faire, si vous voulez. Les femmes de Trappes, par exemple, vous parliez tout à l'heure des femmes. Il n'y a que 20% des femmes à Trappes qui ont un permis de conduire.
Voyez, dans la moyenne nationale, 75% des femmes ont un permis de conduire. Donc quand vous êtes à Trappes à 10h du soir, il n'y a plus de train. Donc vous êtes vraiment enfermé. Vous êtes vraiment enfermé. Merci Raphaël Baquet. Alors je rappelle que le livre que vous avez écrit avec Ariane Chemin s'appelle La communauté et qu'il est publié aux éditions Albin Michel. Prévenir l'engagement djihadiste, deuxième partie. Sur le grill, Vincent de Goljac. Bonsoir. Vincent de Goljac, vous êtes professeur émérite à Paris 7 Diderot. Vous êtes président des réseaux sociocliniques. On peut dire que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Les sources de la honte », qui était au Seuil. Et puis, vous venez de publier chez Odile Jacob donc ce livre « Mon enfant se radicalise ». Des familles de djihadistes et des jeunes témoignent. C'est donc chez Odile Jacob. Et vous avez fait ça avec Isabelle Seret. En face de vous, Enda Ayari. Enda Ayari, bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Libératrice. Et vous avez publié ce livre absolument passionnant qui s'appelle « J'ai choisi d'être libre, rescapé du salafisme en France ». Je voudrais juste dire un tout petit peu votre histoire. Votre père était algérien. Votre mère tunisienne, et en fait le mariage s'est arrangé, mais n'a pas été un grand mariage d'amour et de passion. Et votre mère n'a jamais été très gentille avec vous, et en fait on peut dire que ce qui est très important, c'est que petit à petit, en prenant votre indépendance vis-à-vis de votre mère, vous avez pris votre indépendance par la voie religieuse, c'est-à-dire au contact d'un certain nombre de gens, et notamment de bonnes sœurs, parce que vous rencontrez deux bonnes sœurs et vous les interrogez sur le fait qu'elles ont un voile. Donc ces bonnes sœurs catholiques qui ont un voile vous donnent envie, vous aussi, de porter le voile. Et vous allez porter le voile musulman pour, au fond, être dans la ligne, au fond, d'une foi qui permettrait pour vous d'avoir la reconnaissance de votre mère. Et ce qui est assez frappant dans le livre, c'est que, bon, vous allez être amené à rencontrer des salafistes, progressivement, à être engagé dans le salafisme, à épouser un mari qui vous trompe et qui vous ment, mais absolument incroyable. Cet homme que vous allez épouser, qu'au fond vous ne connaissez pas bien, c'est un mariage là encore arrangé, vous dit qu'à Roanne, vous allez disposer d'un appartement, qu'à Roanne, il a un travail, qu'à Roanne, vous serez libre de faire des études. Et vous arrivez à Roanne, premièrement, il n'y a pas d'appartement, il faut habiter chez les parents du monsieur. Deuxièmement, il n'a pas de travail. Troisièmement, les études, Tintin. Vous n'aurez pas d'études non plus. Alors, à partir de là, on se dit, mais c'est pas possible, moi j'aurais quitté. Mais vous, pas du tout, vous restez, vous acceptez 3 enfants de ce monsieur, avec des crises, je passe sur les crises, et au fond, vous êtes enfermé comme une salafiste. D'une certaine façon, les femmes n'ont pas le droit, ou quasiment pas le droit, d'être indépendantes et autonomes en quoi que ce soit. Et ce qui est très frappant dans le livre, c'est que vous fuyez en 2006 le salafisme qui vous détruit. Et on peut dire que ce salafisme, qui était un retour à l'islam des origines, vous arrivez à comprendre progressivement la perversité de ce qui vous broie. Alors Enda Ayari, quelle était la source de votre prise de conscience pour quitter en 2006 à la fois le mari et le salafisme? En fait, ça n'a pas été un déclic, ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Plus les années passaient et plus je me questionnais. Et c'est vrai que j'étais quelqu'un de très curieuse, donc c'est vrai que la plupart du temps, je posais beaucoup de questions à mon ex-mari. Et mes questions le dérangeaient, en fait. À chaque fois, il me disait eh bien, tu n'as qu'à lire dans les livres, il y a réponse à tout. Et c'est vrai que j'avais gardé un esprit critique grâce aux quelques années d'études que j'avais fait auparavant. Et c'est vrai que au fur et à mesure du temps... Tu n'as qu'à lire dans les livres, mais en fait, vous avez confisqué vos livres. C'est quand même une chose énorme. Non, il ne m'avait pas confisqué mes livres salafistes. Parce qu'en fait, il avait confisqué tous les autres livres de philosophie, les livres que j'avais gardés, les romans, les livres que j'avais achetés aussi sur l'islam, mais qui n'étaient pas salafistes. Et donc, à partir du moment où j'ai été sa femme, il m'a jeté tous mes livres à la poubelle et il m'a fait lire régulièrement et apprendre par cœur des textes salafistes. Donc, il me faisait faire des interrogatoires, des questions sur le salafisme, sur les noms des grands savants salafistes, etc. Et donc, au bout de quelques années, un jour, je lui ai posé une question et je pense que c'est cette question qui a été vraiment Alors,
pas vraiment un déclic, mais une révélation pour moi, parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à sérieusement douter. Qu'est-ce que c'était cette question? En fait, je lui ai demandé si le djihad était obligatoire. Et donc, il m'a répondu oui, oui, le djihad est une obligation pour tout bon musulman. Alors, il y a deux djihad. Il y a le petit djihad et il y a le grand djihad. Voilà, et moi je lui parlais donc du grand djihad, donc de la guerre sainte. Et donc il m'avait expliqué que c'était une obligation pour tout bon musulman qui se respecte d'aller faire le djihad là où il y a une guerre qu'on considère comme une guerre sainte. Et donc, à ce moment-là, je lui pose la question en lui disant « Mais est-ce que ça veut dire que ça peut être aussi une obligation pour nos enfants, pour nos deux fils ?» Et là, il m'a répondu oui. Je lui dis « Mais comment ça ?» Il me dit « Oui, effectivement, si un jour il y a une guerre sainte, nos deux fils seront effectivement obligés d'aller faire le djihad. » Et je lui dis « Et qu'en est-il de notre fille ?» Et il me dit « Notre fille portera le voile à partir de 7 ans. Et à partir de 14 ans, quand elle sera pubère, on la mariera. On fera un mariage religieux pour qu'elle ait un mari. » Alors, à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions et donc je n'ai pas dormi de la nuit parce que je lui avais posé cette question en début de soirée. Et c'est à ce moment-là que la petite graine a commencé à se libérer dans mon esprit et je me suis dit, mais moi, je n'ai pas porté 9 mois mes enfants pour qu'ils terminent comme chair à canon dans une guerre sainte et ma fille, j'ai pas forcément envie que ma fille vive ce que j'ai vécu, c'est-à-dire un mariage forcé, un voile imposé, etc. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à sérieusement douter et à me questionner sur le salafisme et sur d'autres choses au niveau du comportement de mon mari qui n'étaient pas du tout en conformité avec ce qui était écrit dans les livres qui parlait de l'homme musulman qui doit respecter sa femme, etc. Alors justement, ils vous battaient. Voilà, on peut dire quand même que tous les salafistes ne doivent pas battre leurs femmes. Non, tous les salafistes ne battent pas leurs femmes, bien sûr. Mais en tout cas, on considère la femme comme un être inférieur. Alors, c'était assez curieux parce que vous dites « Je n'ai jamais été extrémiste, mais j'ai été salafiste ». Pourquoi vous dites ça? Je n'ai jamais été extrémiste. En fait, pour moi, aujourd'hui, je pense que le salafisme, c'est quelque part un extrémisme. Parce que quand je disais extrémiste, c'est-à-dire aller dans les grands extrêmes, comme imposer cette doctrine, imposer le voile intégral, etc., continuer la provocation avec le voile intégral. Moi, il faut savoir que quand j'étais salafiste, à certains moments, j'ai porté le voile intégral parce que mon mari me l'imposait, mais j'avais expliqué aussi à mon mari que ce n'était pas une bonne idée parce que ça choquait dans la rue quand je sortais avec le voile intégral. Les gens m'insultaient, les gens avaient peur. Et j'étais pas à l'aise. Et donc, lui, il vous disait, c'est la preuve que la France et l'Occident n'aiment pas les musulmans. Oui, c'est ça. Et en fait, quand je portais le voile intégral, la plupart du temps, c'est quand nous allions à l'étranger, en Arabie Saoudite, aux Émirats, j'étais avec le voile intégral. Mais en France, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai arrêté de le porter parce que je sentais bien que ça choquait énormément et que ça faisait très peur. Enda Yari, je voudrais que vous disiez pourquoi cette fascination pour le salafisme. Si on reprend maintenant le processus qui vous a amené au salafisme, est-ce que c'est parce que vous avez rencontré cet homme qui était salafiste? Parce qu'il y a eu aussi une femme, une amie à vous, qui vous a influencé et qui a distillé un certain nombre d'idées salafistes que vous avez appréciées. En fait, pour tout résumer, ça a été très vite. C'est-à-dire qu'à partir du moment, j'avais la vingtaine. Moi, je sortais d'une enfance difficile. J'avais des failles affectives, des failles sociales, des problèmes psychologiques parce que j'étais une enfant maltraitée. J'avais vécu une enfance terrible avec une maman tyrannique et un père qui m'avait quasiment abandonnée. Et donc, je me recherchais, c'est-à-dire je recherchais mon identité. Je ne savais pas qui j'étais. Ma mère passait son temps à dire que les Français étaient racistes, que j'étais une arabe, que j'étais une musulmane, que je devais être fière d'être tunisienne. Mon père me disait qu'il était français, mais comme il était rapatrié de la guerre d'Algérie, il était très fier de dire que son amour pour la France et que sa fille, que moi j'étais française. Et moi j'ai grandi tiraillée, c'est-à-dire que mon père voulait absolument que sa fille soit française, ma mère voulait absolument retourner dans son pays natal. Et donc, il y avait, j'étais au milieu, quoi. Et donc, en grandissant, je me suis questionnée. Je me suis dit, mais qui je suis? Est-ce que je suis arabe, musulmane? Je ne savais pas
qui j'étais. Et donc, j'étais en recherche de mon identité. Et donc, à la vingtaine, ma mère part définitivement en Tunisie. En 97, elle essaye de m'imposer un mariage. Donc, je refuse, je m'enfuis. Je lui explique que je tiens à faire mes études plus que tout. Que mon avenir, c'est d'avoir un vrai métier. Quand on est à ce point-là dans votre livre, on se dit, eh ben, elle va s'autonomiser, elle va devenir, au fond, une femme laïque en France. Et pas du tout. Vous allez être influencé par des camarades, et petit à petit, vous allez vous ranger avec 3 autres filles dans le rang des salafistes. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure des années, à un moment donné, moi, je m'intéresse à la religion après la perte d'un être cher. C'était ma cousine. Et c'est là, à ce moment-là, je devais avoir une quinzaine d'années, 16-17 ans, je ne sais plus, mais à ce moment-là, je me dis, est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Et c'est à ce moment-là que je me questionne sur la religion, parce que moi, je n'ai eu aucune éducation religieuse, ma mère n'était pas pratiquante, mon père non plus. Donc je me questionne, je me dis, est-ce qu'il existe une vie après la mort ? Et donc, je rencontre une femme française convertie à l'islam, qui m'offre mon premier livre, qui est un livre qui a pour titre « Qu'est-ce qui se passe après la mort ?» Un autre ami français, pareil, m'offre mon premier Coran. Et donc, votre mère se moque de vous pour lire ce livre. Voilà, tout au long de mon chemin, en fait, à chaque fois, je fais des rencontres. Et des rencontres de personnes qui me parlent de l'islam. Et donc, je suis quelque part fascinée par cette religion et je me pose des questions. Je fais une rencontre avec des sœurs catholiques et là, je me dis... c'est ce que j'ai envie d'être, parce que, si vous voulez, ça a été une révélation, ces bonnes sœurs. Ma mère, si vous voulez, a toujours été persuadée que j'étais une mauvaise fille, que je finirais... voilà, elle était assez dure avec moi, et donc elle disait, en France, tu finiras violée, ou tu finiras prostituée, et elle avait une hantise, c'était que sa fille perde sa virginité. Donc, moi, j'avais très peur, parce qu'elle m'avait dit, si tu perds ta virginité, on te tuera. Et donc... J'ai été victime d'une tentative de viol à l'âge de 9 ans par mon cousin quand je suis partie en Tunisie. Et à partir de ce jour-là, j'ai été très marquée. C'est-à-dire que ma mère était persuadée que sa fille était une provocatrice. Ma mère m'avait frappée. Elle avait dit que c'était moi qui avais provoqué mon cousin. Et à partir de ce jour-là, elle m'insultait régulièrement de prostituée. Donc moi, j'étais en quête de pureté. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, j'avais besoin de prouver à ma mère que j'étais une fille bien, une fille pure et qu'elle se trompait sur moi. Et quand il y a eu cette disparition de ma cousine, là, j'ai commencé à me poser des questions et à croire en Dieu. Je me suis dit, c'est pas possible, un jour je la retrouverai, elle peut pas être partie comme ça. Et donc, je rencontre ces bonnes sœurs qui me fascinent. Et je me dis, c'est ce que je veux être. Mais n'étant pas d'origine catholique, je commence à faire des recherches sur les 3 religions, sur le judaïsme, sur le catholicisme et sur l'islam. Et je rencontre des jeunes filles à la fac qui portent le voile, qui sont françaises. Et donc, elles m'expliquent qu'elles se sont converties à l'islam. Et quand une femme se convertit à l'islam, il faut qu'elle porte le voile. Et donc, moi, je me dis, mais c'est pas normal. Pourquoi ces filles françaises portent le voile et moi, qui suis d'origine musulmane, je ne porte pas le voile. Donc, j'ai commencé à me questionner sur le voile. Et j'ai eu envie de porter le voile. Et ces filles françaises qui étaient à la fac n'étaient pas du tout salafistes. C'était des filles qui portaient un petit voile, des pantalons et qui faisaient leurs études. Une avait envie d'être avocate, une autre avait envie d'être prof. Enfin, voilà, c'était des filles qui avaient envie de réussir. Donc, moi, exactement. Donc, j'ai eu envie aussi de faire comme elles. Et donc, j'ai commencé à les fréquenter. Et quelques jours après, elles m'ont parlé d'une jeune femme qu'elles voulaient me présenter qui habitait à Mantes-la-Jolie. Et donc, elles m'ont invitée à Mantes-la-Jolie, chez cette femme qui est venue me chercher à la gare en voiture et elle portait le niqab. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais un voile intégral et j'étais très impressionnée. Et donc, cette femme m'emmène chez elle. Vous avez pensé? Alors, je me suis sentie ridicule à côté d'elle parce que je me suis dit, moi, avec mon petit voile, je ne suis pas une vraie musulmane. Et elle m'a expliqué que c'était ça le vrai islam. Donc, toute la nuit, on va dire qu'elle m'a fait subir ce que moi j'appelle un lavage de cerveau, c'est-à-dire qu'elle m'a parlé toute la nuit du salafisme en me disant que la société était satanique, que les juifs étaient nos pires ennemis, elle m'a parlé du sionisme. En fait, elle m'a parlé du salafisme et elle m'a expliqué que le salafisme c'était la seule issue et c'était le vrai islam, c'était le retour aux sources. Alors Vincent de Goldjak, voilà. Le travail que vous avez fait, qui est absolument impressionnant, qui s'intitule « Mon enfance radicalise », en fait, il aurait pu comprendre l'histoire de Enda Ayari. Alors comment vous réagissez à son histoire? Je réagis parce qu'elle fait écho effectivement à beaucoup d'entretiens qu'on a fait avec des jeunes, surtout, qui ont voulu partir, qui ont été empêchés de partir, qui sont revenus, donc qui ont été aussi tentés, pas seulement par la radicalisation
religieuse, salafiste, mais jusqu'au départ en Syrie ou en Irak. Et en fait, on l'a fait, et ça c'est très très important, c'est au départ à la demande de mères de djihadistes qui voulaient comprendre qu'est-ce qui était arrivé à leur enfant. Alors ce n'étaient pas des mères maltraitantes, c'était des mères plutôt bienveillantes. Comme elle était elle-même avec ses 3 enfants, hein, comme elle était absolument, et qui à un moment donné ont été complètement dévastées par le choix d'un enfant qui est parti. Et donc elles étaient habitées par une honte et une culpabilité. Une honte, c'est comment je peux être la mère de quelqu'un qui fait des actes abominables que je ne peux pas reconnaître. Et puis la honte de dire, mais comment je n'ai pu rien voir. Comment se fait-il que c'est arrivé sans que je m'en rende compte? Donc elles nous ont demandé de travailler avec elles, avec Isabelle Serret. Je fais ce que j'appelle des groupes d'implication et de recherche, c'est-à-dire les gens viennent pour travailler sur eux, pour comprendre pour eux, et en même temps c'est un moyen, ensemble, collectivement, d'essayer de comprendre un phénomène qui déborde largement les histoires singulières. Parce qu'on voit bien dans votre histoire l'articulation entre une histoire singulière et en particulier cette soif de trouver à la fois, je dirais, un lieu d'harmonie et en même temps un idéal qui va vous permettre de retrouver l'estime de soi par rapport à la honte que vous avez vécue, par rapport à une enfance difficile, etc. Forcément, l'enfant intériorise, si on me fait ça, c'est parce que je suis mauvais. C'est parce qu'il y a quelque chose en moi qui ne va pas. Donc il faut tout un travail du sujet sur lui-même pour qu'à un moment donné, il comprenne que ce n'est pas moi qui ne vais pas. Et ce qui est formidable dans votre témoignage, c'est la question de l'esprit critique. Parce que dans tous les témoignages qu'on a eus, il y a ce basculement où à un moment donné, on cherche un idéal et on est prêt à s'y donner corps et âme parce qu'on pense que c'est là qu'on va trouver toutes les solutions. Et puis à un moment donné, on voit que la réalité ne correspond pas à cet idéal. C'est-à-dire que les gens qui le prônent ou ceux qui le proposent est en complète contradiction avec, par exemple, le souhait que vous pouvez avoir comme mère sur le devenir de vos enfants. Et je trouve que votre témoignage est formidable de ce point de vue-là. C'est-à-dire dire, c'est pas possible. Moi, je peux le vivre pour moi à la limite. Mais pour mes enfants, non, c'est pas possible. Et là, il y a l'esprit critique qui revient. C'est-à-dire vous comme sujet, mais non pas dans cette emprise d'un système qui, à un moment donné, vous pensez trouver les réponses aux questions que vous posez. Mais tout d'un coup, vous prenez un peu de distance en disant, et moi j'aime bien ça parce que le sujet advient d'abord en disant non. Et après, il se dit, bon ben, qu'est-ce que je vais en tirer comme conclusion? Et dans tous les témoignages qu'on a eus, alors on a eu 2 sortes de témoignages de ces mères, et puis on a fait des entretiens avec ces jeunes, on en a fait beaucoup, et pour essayer pas seulement de comprendre qu'est-ce qui leur était arrivé, et ils ont accepté d'entrer dans ce processus de prévention, c'est-à-dire que leur témoignage soit filmé. On a fait ce qu'on appelle des capsules vidéo de 4 minutes à peu près, pour des filles et des garçons, et pour essayer de synthétiser leur parcours. Et on passe ces témoignages dans les écoles, dans les maisons de quartier, des associations de famille ou autres, pour susciter des débats, parce qu'on pense que des témoignages comme le vôtre, c'est absolument fondamental dans la prévention de la radicalisation. C'est-à-dire, on est dans un espèce de tout sécuritaire, de penser que en cataloguant les gens, en mettant des fichiers, etc., en les surveillant, on va empêcher le passage à l'acte. Mais on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire, vous n'avez aucune raison, à aucun moment, d'être mis en fichier S, parce qu'on confond aussi la radicalisation religieuse, idéale, la soif d'absolu, et puis qu'est-ce qui bascule dans la violence? À aucun moment, vous n'avez basculé dans la violence, vous avez subi beaucoup de violence. Et donc il y a cette compréhension qu'il faut avoir de la complexité des raisons pour lesquelles des personnes, à un moment donné, basculent dans un rapport à la religion qui est fondamentaliste, mais ça, c'est pas uniquement du côté de la religion musulmane, hein. Il y a des intégrismes et des fondamentalismes de tous les côtés. Et puis, qu'est-ce qui fait passer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, ils sont tous passés par le salafisme, mais tous les salafistes ne deviennent pas terroristes ou n'ont pas choisi de partir en Iran ou en Irak. C'est pour ça que la discussion sur le djihad est vraiment importante. Et moi, les familles m'ont toutes dit,
ce djihad, ce grand djihad, c'est pas notre croyance. Notre croyance, c'est l'autre aspect du djihad, c'est-à-dire... Le petit djihad, c'est-à-dire, au fond, la vision critique de soi-même, se battre contre soi-même. Pour aller sur le chemin de Dieu, c'est-à-dire pour avoir une vie qui soit une vie bonne, en fait, pour soi et pour les autres. Et il y a une vraie contradiction, c'est très intéressant dans les témoignages, entre le petit djihad qui est une façon d'être, de vivre, qui est dans la quotidienneté des choses, et puis ce grand djihad qui est un fantasme, hein, de toute puissance, un fantasme de se réaliser dans la mort, dans le sacrifice, dans le martyre, hein, avec tous ces fantasmes sur un avenir qui sera radieux, mais qui ne sera pas sur Terre, mais qui sera ailleurs. Et c'est intéressant parce que tous les témoignages disent bien qu'il y a un moment donné, ça dérape, quoi. Edna Yari, alors il y a quelque chose de très fort dans votre livre, c'est qu'au fond, vous êtes d'abord séduite, non pas du tout par l'homme qui est Bachir, qui va devenir votre époux, mais en fait, vous êtes intéressée par le fait qu'il s'intéresse à vous. Comme votre mère ne s'est pas beaucoup intéressée à vous, elle a même plutôt combattu contre vous, comme votre père était relativement absent, un homme s'intéresse à moi. Et ça, quand on lit votre livre, on se rend compte que pour vous, c'est très très important. Et que c'est à partir de ce moment-là que vous allez accepter d'aller à Roanne avec lui, de se marier avec lui religieusement, et en conséquence, progressivement, de lui faire 3 enfants. Alors, j'ai raconté tout à l'heure que pas de métier pour vous, bien sûr. Il vous dit « Oh, ben, si tu veux exercer un métier, tu peux prendre la machine à coudre et tu seras couturière à la maison. » Est-ce que vous avez expérimenté quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on peut appeler la soumission volontaire? C'est-à-dire, au fond, c'est le grand ami de Montaigne qui disait ça, la Boétie, au fond, chacun d'entre nous est quelquefois tenté par la soumission volontaire. C'est pas ce qui vous est arrivé de volontairement vous soumettre à cet homme qui vous imposait des choses qui étaient en contradiction totale avec ce que vous souhaitiez? Oui, bien sûr. En fait, je l'ai réalisé bien plus tard, mais effectivement, moi j'étais quelqu'un de très inquiète, j'avais peur de la société, j'avais peur du monde extérieur, parce qu'il faut savoir que j'ai été enfermée toute ma jeunesse, ma mère m'interdisait de sortir, elle était très stricte avec moi, et donc pour moi le monde extérieur me voulait du mal, et finalement, quelque part, en acceptant d'épouser cet homme, je sentais que j'étais protégée, entre guillemets, parce que en fait, on nous dit que la femme est inférieure à l'homme et qu'elle a besoin d'un protecteur pour la protéger de la société. On nous dit que la société est satanique, la société nous veut du mal, que les non-musulmans font partie des gens qui iront en enfer et que leur seul but, c'est de nous emmener avec eux en enfer. Et donc moi, j'avais très peur. Tout le temps, l'enfer est présent. Tout le temps dans votre livre. Cette idée de l'enfer, que c'est épouvantable, vous allez aller en enfer. Oui, alors, mais en fait... Nous, les laïcs, on ne croit pas tellement à l'enfer, vous voyez. Mais en fait, on m'a... vous savez, c'est pas par hasard que je dis qu'on m'a fait un lavage de cerveau, parce qu'à un moment donné, je suis devenue, entre guillemets, un peu robotisée. C'est-à-dire que j'étais persuadée que si je faisais exactement tout ce qu'il fallait, eh bien, peut-être que j'irais au paradis, peut-être que je gagnerais l'amour de ma mère, peut-être que je gagnerais l'amour de cet homme que je n'aimais pas. Parce que je ne voulais pas ce mariage imposé. Il est venu, il a fait ce mariage en accord avec ma mère, et je me suis dit c'est peut-être le seul moyen de m'en sortir, parce que je voyais un avenir sombre, parce que je voyais une société aussi difficile vis-à-vis de mes origines, vis-à-vis de qui j'étais. J'étais quelqu'un de très fragile, et donc cette soumission volontaire, c'était aussi moyen de trouver un professeur, parce que j'avais aussi besoin d'un professeur pour m'enseigner le vrai islam. J'étais en quête de savoir, et j'avais l'impression que lui, il avait réponse à tout, et j'avais surtout besoin d'un protecteur. J'étais vraiment une fille blessée, fragile, et j'avais besoin de cette protection d'un époux qui finalement a été, on va dire, mon pire ennemi. Voilà. Vincent Glodjak, dans votre livre, vous insistez beaucoup sur l'empathie. Et je voudrais vous poser la question de savoir si, là je vous vois en face de Enda Yari, vous avez d'abord de l'empathie pour elle. Et au fond, vous essayez de comprendre ce qui lui est arrivé, exactement comme vous essayez de comprendre dans votre livre ce qui est arrivé aux témoins que vous interrogez. Ça, c'est une des caractéristiques de ce que j'appelle la sociologie clinique.
L'idée, c'est que c'est une sociologie qui parle de la façon dont les acteurs, comme on dit dans notre jargon, vivent les phénomènes sociaux. Et pour comprendre les phénomènes sociaux, d'abord comprendre comment les gens la vivent. Et la clinique, c'est à ce moment où on va près du lit du malade, disent les médecins, pour entendre ce que le malade a à dire sur sa maladie. Et comme sociologue, c'est aller près de ceux qui vivent la violence sociale, la violence familiale, la violence religieuse, toutes les formes de violence, pour essayer d'aborder ça, d'abord dans la compréhension et sans violence. C'est pour ça que j'étais si furieux de cette idée que comprendre, ça serait vouloir excuser. Non, comprendre, c'est effectivement le contraire. C'est pour essayer d'éviter que ça puisse se répéter. Alors, on va aller vers le cœur de l'expérience d'Enda Ayari. Enda Ayari a rencontré la personne qui, dans son livre, s'appelle Zuber. Zuber, allez, on va dire la vérité, c'est Tariq Ramadan. Tariq Ramadan qui vous avait fasciné, parce qu'au fond, il faisait des discours formidables, et vous trouviez que cet homme pur, extraordinaire, c'était vraiment, disons, une vedette de l'islam. Et vous, vous l'aviez suivi à la télévision, et ne voilà-t-il pas que par un hasard, une suite de circonstances, vous êtes en correspondance avec Ramadan et qui vous invite à venir dans sa chambre d'hôtel pour parler avec vous, après qu'il ait fait avec vous un échange sur les réseaux sociaux, puis ensuite par image, qu'il a vu votre image, vous l'avez séduit, et en conséquence, il vous a invité à venir dans sa chambre d'hôtel, et là, ça a été épouvantable. Oui. Malheureusement... Alors, expliquez-moi, non, mais surtout comment vous avez été jusque-là, c'est-à-dire, au fond, accepter cette rencontre absolument folle. Vous dites que vous avez été élevé par une mère qui vous disait qu'il ne fallait pas en faire trop, et là, vous allez dans la chambre d'hôtel de Ramadan. Mais en fait, je n'ai pas été dans la chambre d'hôtel d'un homme, j'ai été dans la chambre d'hôtel d'un grand prédicateur islamique. Pour moi, c'était... l'homme, l'exemple à suivre, c'était comme un grand frère, comme un imam, comme quelqu'un d'important, quelqu'un qui me voulait du bien, quelqu'un que j'admirais, quelqu'un qui pour moi était la personne qui m'a poussée à porter le voile quand j'avais la vingtaine, parce que j'avais lu ses livres, je l'avais écouté, j'avais écouté ses conférences, et c'est vrai qu'il m'a marqué. Et ça m'a donné envie de devenir pratiquante, de porter le voile, de prier. Et donc, toute la période où j'étais avec mon mari, où j'étais salafiste, mon ex-mari m'interdisait de lire les livres de Ramadan. Il détestait Ramadan et il disait que c'était le représentant des frères musulmans et que les frères musulmans, c'était nos ennemis. Donc il y avait un conflit entre les salafistes et les frères musulmans. Voilà, exactement. Donc il avait jeté tous mes livres de Ramadan à la poubelle et il ne voulait surtout pas entendre parler des livres, des conférences des frères musulmans. Parce que pour lui, pour les salafistes, les frères musulmans, ce sont ceux qui veulent concilier islam et vie moderne. Ce sont des traîtres qui veulent plaire aux Français et donc ils veulent vendre, entre guillemets, leur religion. Voilà, ils veulent vendre leur religion et que pour nous, salafistes, nous devons être fiers de ce que nous sommes et nous devons imposer notre religion, c'est-à-dire notre doctrine, c'est-à-dire nous porter la barbe, porter le grand djellbab, parce que ça, c'est vraiment le voile salafiste qui est différent du voile que portent les gens qui suivent les frères musulmans. Vous arrivez dans cette chambre et ça a été épouvantable. Il a, au fond, il vous a maltraité et, au fond, une relation sexuelle atroce s'en est suivie, au point que vous en avez été amené à porter plainte contre Ramadan, lequel Ramadan a promis qu'ensuite, avec ses copains, etc., il n'aurait de cesse que, au fond, de vous ennuyer. Il a menacé vos enfants, etc. Enfin, une chose absolument épouvantable. Et quand on voit ce que vous dites de la séance érotique dans la chambre, on comprend que ça a dû être terrible. Ah oui, ça a été la pire nuit de ma vie. Donc il a abusé de votre confiance. Mais complètement. Moi, je m'attendais à tout sauf à ça, parce que pour moi, qui sortais du salafisme, puisque j'avais divorcé, et donc je cherchais une solution, parce que j'avais perdu la garde de mes enfants, et en perdant la garde de mes enfants, je suis tombée en dépression totale, et j'ai été voir une assistante sociale qui m'a dit, pour retrouver vos enfants, il va falloir que vous trouviez un boulot, et pour trouver un boulot, il va falloir retirer votre voile. Et donc j'ai retiré le voile, mais je culpabilisais beaucoup, parce que en fait,
j'étais persuadée que je faisais quelque chose de mal. Et donc, j'avais besoin de poser des questions à Tariq Ramadan parce que pour moi, c'était lui l'exemple. C'est-à-dire que lui pouvait nous permettre de concilier islam et vie moderne. Et moi, je voulais justement devenir une femme musulmane, une bonne femme musulmane qui ne porte pas le voile. Mais voilà. Et donc, en allant le voir, j'avais l'impression de voir une personne qui était un grand frère, un conseiller, quelqu'un qui me voulait du bien. Et je m'attendais à tout, sauf à ce qui s'est passé. Vincent de Goldjacq, alors sur cette histoire, indépendamment de l'anecdote elle-même, aussi dramatique soit-elle, ce qui est extraordinaire, c'est que Enda ait réagi en finalement décidé d'abandonner le salafisme et d'abandonner les frères musulmans et d'abandonner cet enseignement extrémiste. Et plus profondément, je pense, d'abandonner une vision manichéenne du monde qui oppose les purs et les impurs, les civilisés et les barbares, l'axe du bien à l'axe du mal, ceux qui possèdent la vérité et ceux qui ne l'ont pas, etc. Et moi, je crois que dans votre témoignage, ce qui est vraiment très très important pour nous tous à comprendre, c'est ce rapport à l'idéalité qui amène à un moment donné à penser qu'on va retrouver à la fois du sens de sa vie et en même temps l'estime de soi, dans une adhésion totale à une grande cause, quelle qu'elle soit. Et là, en l'occurrence, de penser qu'effectivement, je vais apporter les réponses à toutes les questions et à mon mal-être profond. Et puis, vous vous mettez en mouvement et à un moment donné, vous voyez bien que c'est ce qui vous est proposé, vous met à la fois, vous maltraite, alors que vous y cherchez le bien-être, et en même temps vous amène à adhérer à des choses qui sont incohérentes. Et c'est cet absolutisme de l'idéal. Alors c'est pour ça que Freud est intéressant, parce que Freud nous donne à voir le rapport qui peut exister entre mes problèmes narcissiques, comment trouver l'estime de soi, mes investissements dans l'idéal, que ce soit l'idéal amoureux ou l'idéal religieux, et puis la réalité sociale, donc qui m'amène à reconsidérer la réalité pour la construire selon ma vérité et autres, et que le sujet advient à partir du moment où il dit non, c'est pas possible, quoi. Merci à tous les deux. Alors Vincent de Goldjacq est l'auteur de ce livre « Mon enfance radicalise ». On a vu en direct comment vous travaillez et comment vous faites. Des familles de djihadistes et de jeunes témoignent, et on vous voit en face de ces familles de djihadistes et de jeunes. Et Enda Ayari a écrit ce livre absolument passionnant qui s'appelle « J'ai choisi d'être libre ». Si vous commencez, vous ne le laisserez pas tomber. Rescapé du salafisme en France, c'est passionnant de la première page à la dernière. Prévenir l'engagement djihadiste, troisième partie. Alors, nos grands témoins sont d'une part Véronique Roy. Bonsoir Véronique Roy. Bonsoir. Vous êtes directrice de clientèle dans un magazine de santé, donc en fait vous vous occupez des espaces publicitaires. Mais surtout, vous aviez un fils qui s'appelait Quentin, et vous avez écrit un livre qui s'appelle « Quentin, qu'ont-ils fait de toi ? Le combat d'une mère pour son fils devenu djihadiste ». C'est chez Robert Laffont. Et vous racontez ce qui vous est arrivé avec ce fils qui est parti, alors que vous êtes d'une famille catholique, on peut le dire, hein, oui, tout à fait. De culture et de tradition catholique. Quentin, baptisé. Oui. À côté de vous, Jacob Rogozinski, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes philosophe, professeur à l'université de Strasbourg. Vous avez travaillé sur la terreur, c'est-à-dire vous avez publié ce livre qui s'appelait « Ils m'ont haï sans raison ». Et qui s'appelait « De la chasse aux sorcières à la terreur ». C'était aux éditions du Cerf. Et vous venez de publier ce livre très important qui s'appelle « Djihadisme, le retour du sacrifice » chez Desclés de Brouwer. Alors, je voudrais commencer d'abord avec vous, Monsieur Rogozinski, à propos du cadre interprétatif que vous utilisez pour essayer de comprendre ce djihadisme, ce départ d'un certain nombre de gens pour l'Irak ou pour la Syrie. Le cadre que vous utilisez est inspiré par Foucault, il faut bien le dire, et par Deleuze. En fait, vous nous montrez que ces hommes et ces femmes sont pris dans des dispositifs auxquels des schémas donnent leur efficacité. Je voudrais que vous me parliez de ces dispositifs de terreur. Vous avez entendu tout à l'heure Enda Ayari, elle n'est pas partie évidemment, mais il n'empêche qu'elle était très proche avec le salafisme de gens qui partaient, puisque son mari voulait à terme partir, l'emmener au Moyen-Orient, et que ses enfants partent aussi faire le djihad. Alors, quel dispositif de terreur fonctionne ? Écoutez, bon, dispositif, bon, vous avez raison, hein, c'est une notion que j'emprunte à Michel Foucault. C'est
Bon, ce sont des ensembles hétérogènes, des ensembles complexes qui unissent des pratiques, des rituels, des croyances, des dogmes. C'est pour éviter de réduire tout ça à une question d'idées ou d'endoctrinement. C'est des dispositifs, c'est des machineries complexes, ces appareils qui essaient de déployer un champ d'attraction comme une planète ou une étoile peut déployer un champ d'attraction pour attirer des sujets vers eux. Il y a toutes sortes de dispositifs. Il n'y a pas que des dispositifs de terreur, Dieu merci. Bon, il y a aussi des dispositifs de pouvoir de toutes sortes que Foucault avait analysés. Il y a ce que j'appellerais aussi des dispositifs d'émancipation qui cherchent à soutenir des révoltes, des protestations légitimes. Donc tout dispositif fonctionne un peu comme ça. Tout dispositif utilise ce que j'appelle des schèmes, c'est-à-dire des représentations imaginaires qui leur permettent de capter des sujets, c'est-à-dire de capter leurs désirs, leurs sentiments, leurs affects, et donc de les attirer vers le dispositif où ils deviennent des sujets du dispositif. Voilà. Alors vous parlez d'autosacrifice, l'autosacrifice de celui qui part faire le djihad et qui éventuellement donne sa vie. Oui, alors, parmi ces schèmes, parmi ces représentations imaginaires qui permettent à des dispositifs de capter des sujets, donc c'est certain que dans le cas des dispositifs de terreur, et notamment du djihadisme, le schème du sacrifice joue un rôle très important. C'est un très vieux schème, le schème sacrificiel. Il y en a beaucoup d'autres. Je pense que le djihadisme est aussi un messianisme. Il y a le schème du Messie qui joue un rôle très, très important, le schème du complot aussi, mais c'est une autre question. Alors, s'agissant du sacrifice, oui. Le don de soi. Voilà, le désir de mourir pour renaître. Ça, c'est un point très important. Je crois qu'il faut prendre très au sérieux les croyances religieuses qui sont celles des djihadistes. En France, en Occident en général et en France en particulier, on a tendance à considérer que la religion, c'est une idéologie, une névrose, c'est sans importance. Non, il y a des croyances fortes, des croyances qui agissent, qui sont au cœur de ce type de dispositif et qui poussent donc des jeunes qui sont convertis à cette version fanatique de l'islam, qui les poussent à se sacrifier, c'est-à-dire à donner leur vie pour ce qui leur semble être leur cause, afin de ressusciter. Je crois que c'est un point important. Parce qu'on dit trop souvent, ce sont des suicidaires, des nihilistes, mais ce sont des gens qui veulent mourir pour ressusciter, c'est-à-dire pour être en présence de leur Dieu. Véronique Roy, est-ce que vous avez l'impression qu'on vient de parler de votre fils? Oui, bien sûr, ça résonne un peu avec mon histoire. Parce que Quentin nous disait quand il était en Syrie, parce qu'on a continué à avoir le lien avec lui jusqu'au bout, je sais, maman, que tu souffres, je sais, papa, que tu souffres de notre séparation. Je souffre aussi de la séparation, mais c'est un sacrifice que Dieu demande. Donc oui, alors après, est-ce que c'était un sacrifice volontaire ou un sacrifice sous influence? Il y a des deux, mais en tout cas, il est allé chercher quelque chose, ça c'est clair. Il nous a dit, dans ce qu'il nous a présenté comme son testament par ceux qui nous ont annoncé sa mort, qu'il recherchait la vérité. Voilà, donc oui, bien sûr que ça me fait penser à Quentin. Après, c'est compliqué. Il y a plein de profils, il y a plein d'histoires, plein de ramifications. Il y a une quête spirituelle, il y a un discours politique, il y a une histoire d'un territoire qui serait plus pur qu'un autre. Et puis il y a des gens qui sont sympathisants du djihad, et pas du grand djihad, le djihad spirituel, mais le petit djihad, le djihad armé. Il y a ce qu'on appelle les islamistes, enfin des radicaux, mais qui sont en France, qui sont chez nous, qui partent pas, mais qui ont exactement la même pensée. Ils ne sont pas forcément moins dangereux ou moins en danger. Parce que sont-ils dangereux ou sont-ils en danger? Il y a un peu des deux. Patrick Tudoret. Oui, vous le notiez à l'instant, Jacob Rogozinski, cette impuissance en Occident, souvent, à penser le religieux est catastrophique, on le sait bien, alors que 95% de cette planète est animée par le religieux, on le sait. Bon, c'est comme ça, c'est un fait. Du coup, nous amène à utiliser des mots pour un autre, un mot pour un autre, et vous appelez justement à revenir peut-être sur les mots pour leur redonner un bon sens. Et par exemple, vous n'aimez pas le mot radicalisation, et vous dites conversion. Ça ne veut pas dire, évidemment, donner son assentiment à ça. Quand c'est pour le pire, quand c'est pour le meilleur, c'est autre chose. Mais donc, expliquez-nous pourquoi ces changements, vous citez un certain nombre de mots comme ça, auxquels vous proposez que vous proposez de remplacer par d'autres mots. Oui, il ne s'agit pas de remplacer un mot par un autre simplement, si vous voulez. Bien sûr. On cite tout le temps cette phrase de Camus qui est belle. Il dit mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Voilà, ce qu'il faut, c'est essayer de penser autrement. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui nous piègent, il y a des notions écrans qui nous piègent.
Je pense que radicalisation, qui est un terme récent d'ailleurs, qui s'est répandu et qui tend à s'imposer, c'est une notion qui n'est pas bonne, pour au moins deux raisons. Bon, la première, c'est que bon, il y a une bonne radicalité. Ça, il faut le dire et le redire. Bon, Marx disait, être radical, c'est prendre les choses par la racine. Alors, si la racine des choses, c'est l'injustice, le chômage, le racisme, voilà. Soyons radicaux, radicalisons-nous. Je pense que le salafisme et le djihadisme sont des mauvaises radicalisations, des radicalisations dominées par la haine. Bon, donc voilà, utiliser de manière inconsidérée ce terme, ça tend à tout confondre. Et deuxièmement, alors, je crois que c'est encore plus important, quand on dit radicalisation, le terme signifie en français un processus continu. C'est-à-dire quelque chose qui était déjà là, une racine, bon, le mot de radicalisation vient de racine, qui était déjà là, une racine mauvaise, qui serait progressivement développée, graduellement, de manière linéaire. Or, ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. À chaque fois qu'on a affaire à un attentat où on interroge, il y a toujours des journalistes adorent ça, bon, il faut un micro-trottoir, on apprend que oui, le terroriste, il était gentil, il buvait l'alcool d'ailleurs, et puis il avait dragué. Donc voilà, bon, donc il y a toujours cet étonnement devant le fait que des gens ont changé tout à coup de vie. Donc on imagine qu'ils ont dissimulé leurs véritables opinions. C'est faux. Je pense que ce n'est pas un processus de radicalisation progressive dans lequel quelqu'un se serait transformé lentement et continuellement, c'est une rupture dans une vie. Donc le vieux terme de conversion me paraît un terme tout à fait adéquat, beaucoup plus que radicalisation, parce qu'il marque une césure. Il marque la volonté de mourir à l'homme mauvais qu'on était pour renaître comme un homme nouveau. Donc je dirais que cette radicalisation djihadiste, c'est la conversion à une croyance fanatique. Et vous le dites d'ailleurs dans l'exemple avec votre fils Quentin. Croix, justement, Quentin, vous avez l'impression qu'il s'est converti ? Ah oui, il s'est converti. Il avait une vraie... Non, mais vraiment, que la conversion est au cœur de sa pratique. Absolument. Et ça m'est confirmé parce que quand on a discuté, on n'a pas été témoin de sa conversion. Elle nous a été annoncée, c'était fait. Quand Quentin nous a dit « je suis devenu musulman », il a fait comme un coming out et il nous a rassemblés dans le salon, c'était assez cérémonieux et les gens disaient, Quentin disait pour justifier sa conversion « j'ai cherché », il a trouvé quelque chose, ça lui a amené de la méditation. Il employait le mot méditation et les gens, parmi nos amis, témoins de sa conversion, disaient effectivement qu'il était lumineux. Au début, il était lumineux, il était heureux. Il y avait quelque chose, non pas qu'il était malheureux avant, mais il avait trouvé quelque chose. Et puis, effectivement, il y a eu après une évolution que nous n'appelions pas d'ailleurs, on ne parlait pas de radicalisation. Bon, déjà parce que c'était en 2013, ce n'est pas le contexte d'aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, j'accueillerais la conversion de mon enfant différemment. Mais avec mon mari, on l'a accueilli. Et puis, vous avez été formidable, d'ailleurs, vous l'avez accompagné à la mosquée, etc. Vous avez voulu comprendre ce qui se passait. Oui, sauf qu'on n'a rien lu vraiment sur... Je me suis intéressée à l'islam tardivement, parce que quand j'ai vu que ça prenait un tournant un petit peu, on parlait de basculement tout à l'heure, un tournant un petit peu inquiétant, mais pas parce que je pensais au djihad, je ne savais même pas qu'il allait partir, c'est que déjà l'intégrisme religieux me préoccupait. Parce que ça commençait à le sortir de la société, ça commençait à y douter de la famille, les réunions familiales commençaient à poser problème, avec le vin, les embrassades avec les cousines, etc. C'est ça qui m'inquiétait. Vous le dites, une vie est faite essentiellement de rencontres, pour le meilleur et le pire, et là vous dites que le basculement s'est fait évidemment avec des rencontres. Oui, des rencontres parmi des copains musulmans. Qui n'étaient pas inquiétants a priori, parce que certains d'ailleurs venaient à la maison. Et il y a un de ses copains, par exemple, pour moi, c'est pas un ami qui envoie quelqu'un à la mort n'est pas un ami. Toujours dire que c'était un ami. À l'époque, ils ont été dans une école catholique ensemble. Ce garçon a fait les mêmes études que Quentin, Bacchès, etc. Et il l'a initié à l'islam fondamentaliste. Oui. D'accord ? Et il venait à la maison. Et lui, il est de famille algérienne, et ça, il est burn-out, born again, pardon. Et sa famille ne voyait pas forcément ça a priori d'un bon œil, et il disait, Quentin, chez toi, tu as de la chance, on peut parler. Donc lui, il venait à la maison, il me faisait la bise, bon, pour quelqu'un qui est assez radical, au sens, on l'entend, c'était assez contradictoire, bon bref, il partageait pas forcément le repas, mais bon, il acceptait l'invitation. Bon, bref, il arrivait même qu'il dormait à la maison. Mais en tout cas, lui l'a conduit à l'aéroport, ça c'est sûr. Mais celui qui est en prison aujourd'hui, c'est pas lui, c'est un autre copain qui, lui, a fait pas mal de convertis autour de lui, qui était équivalent un peu CPE en collège, qui faisait faire la prière à des gamins. Mais ça, je l'ai appris une fois que Quentin était là-bas et c'était trop tard. Il était fiché S. Bon, bref. Et Quentin a, parmi ses amis, fréquenté des copains musulmans normaux, enfin, si je peux mettre ça entre guillemets, et puis ceux-là. Et ceux-là l'ont amené effectivement à un islam dont parlait Enda tout à l'heure, hein, les vrais et les faux, les bons, les impurs. Et petit à petit, bah, effectivement, Quentin
à trier. Il y avait le licite, l'illicite, le machin. Même s'il était très prudent avec nous à la maison, il ne voulait pas nous heurter, il cherchait, il doutait encore, mais à l'extérieur, il était certainement déjà un petit peu plus convaincu. Tout à l'heure, quand Jacob Rogozinski a parlé de haine, Oui. j'ai vu votre visage se figer. Ouais. Est-ce qu'il y avait de la haine chez Quentin? Il n'y en avait pas au début, mais la haine, quelque chose qui y ressemble, s'est installé une fois qu'il était là-bas. Déjà, alors je ne peux pas le montrer ici, parce que d'abord ce serait très douloureux pour moi, mais à chaque fois que Quentin nous écrivait de là-bas, on ne savait pas si c'était lui qui nous écrivait ou un autre, parce que ce n'était pas forcément un message oral, c'était écrit, je changeais de numéro de téléphone souvent, donc on demandait des photos. Et quand vous voyez l'évolution de son visage, c'est terrible. Et la haine, oui, s'est installée dans ses yeux. Mais la haine s'installe déjà chez ceux qu'on appelle les radicaux islamistes qui sont ici, qui ne sont pas partis. Ils ont de la haine aussi dans leurs yeux parce qu'ils deviennent intolérants. Et Quentin, s'il n'était pas haineux, il est devenu intolérant. Et ça nous a fait beaucoup de mal avec mon mari. Alors justement, on et touche mon quelque fils chose aîné. que vous abordez dans votre livre, Jacob Rogozinski, c'est la manière dont ces schèmes dont vous avez parlé tout à l'heure, qui ne sont pas forcément malicieux, mais parfois même libérateurs, peuvent se transformer et se retourner en négatif. C'est-à-dire, il a trouvé l'islam comme, au fond, une libération, quelque chose qui, voilà, il resplendissait de l'islam presque, ce que vous avez dit, et puis ça s'est tourné en négatif. Alors expliquez-moi comment le schème se retourne, parce que c'est au cœur de votre livre, ça. En fait, c'est pas vraiment le schème qui se retourne, mais c'est le dispositif qui utilise des schèmes pour saisir, pour capturer des affects, des sentiments chez les gens. C'est pour ça que je parle de schème, c'est pas par coquetterie de philosophe, mais ce sont pas des idées essentiellement, ce sont même pas forcément des croyances, en tout cas certainement pas des théories. Ce sont des dispositifs qui captent des affects, c'est-à-dire des sentiments des gens, c'est-à-dire des sentiments qui peuvent être très positifs, très légitimes. La colère, la révolte contre injustice, l'empathie. Oui, vous parlez de l'empathie, votre fils, voilà, le désir, voilà, l'empathie pour les gens, se soutenir les opprimés, etc. L'espérance aussi. Il y a l'espérance d'un monde meilleur. Alors, dans certains dispositifs, dispositifs que j'appelle de terreur, ces sentiments positifs sont transformés, et là, ils peuvent virer à la haine, à une haine destructrice. Je pense qu'il peut y avoir une juste colère, parce que la colère, c'est la colère contre injustice, contre le mal. Il pourrait même y avoir la rigueur, une juste vengeance, dans certains cas qu'il faudrait creuser. Mais la haine n'est jamais juste. Voilà, c'est un point sur lequel je voudrais insister. La haine n'est jamais juste, parce que la haine, c'est un sentiment qui désire simplement anéantir son objet de haine. Alors, vous essayez de nous expliquer pourquoi, au fond, ces jeunes qui partent se laissent capturer, dites-vous, dans des pièges, et qui ne sont pas des monstres, mais qui sont capturés dans des pièges. Est-ce que vous voyez... Oui, alors, vous permettez que je réagisse, c'est ça. Ils ne se laissent pas piéger. Ils ne savent pas qu'ils sont piégés. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ils ignorent qu'ils tombent dans un piège. Là, j'ai utilisé une phrase de Rogozinski. Oui, mais... Alors donc, il s'est trompé. Non, le philosophe s'est trompé. Il faudrait bien qu'il reprenne sa copie. Le mot se laisse. Je ne sais pas s'ils sont conscients qu'ils tombent dans un piège. On n'est jamais conscient qu'on tombe dans un piège, sinon on ne tomberait pas dans le piège, voilà. On l'éviterait. Mais il y a une espèce de confort qui s'installe en même temps, donc il y a une espèce de... ça convient. Disons, ce que j'ai dans mon livre, c'est que moi je refuse l'idée d'un endoctrinement ou d'un lavage de cerveau, ou de manipulation, c'est trop simple. Les sujets humains sont profondément libres, et donc quelque part il y a un désir chez un sujet humain, chez un jeune en rupture avec son milieu, ou pas en rupture du tout, comme votre fils. Il y a le désir de quelque chose. Dans le cas de votre fils, c'était le désir d'aider, une empathie envers les opprimés. La recherche alors là, le dispositif réussit à capter cela. Et donc à faire dériver ce désir vers autre chose qui n'était pas prévu au départ, qui est une lutte à mort dans une guerre de religion, haineuse, entourée de fantasmes complotistes, etc. C'est ça qui est intéressant, c'est la capture par le dispositif. Donc il y a un élément de liberté, puisqu'il y a un choix libre. On n'est pas des robots, on n'est pas programmés. Donc tout à l'heure, vous parliez de servitude volontaire, en parlant avec Anda Ayari, en évoquant la Boétie. Je crois que c'est le mot qui convient, la servitude volontaire. Il y a un désir de faire le bien qui se laisse capter par un appareil qui le transforme, et ça peut flatter certains sentiments masochistes, un désir de servitude qui a chez les sujets humains. Mais il y a quand même un lavage du cerveau. Il y a quand même des techniques on parle de techniques d'embrigadement. Alors après, ça répond effectivement, il faut répondre. Mais le sujet répond. Tout le cerveau ne se laisse pas laver, si vous permettez. Absolument. Si ça ne répond pas, ça ne répond pas à un certain désir chez le sujet lui-même, à une souffrance psychologique, une souffrance sociale. Vous l'écrivez. Quentin avait un besoin fondamental de vérité, d'une certaine vérité. Mais il serait resté dans une recherche. Effectivement, si on reprend la définition classique d'Althusser de l'idéologie, c'est lorsque les réponses précèdent les questions.
Bon, ben là, on lui donnait les réponses toutes faites. Voilà. Et donc, il y avait cette espèce d'assurance de trouver une certaine vérité qui le rassurait. Et le désir de vérité, c'est tout à fait admirable. Je veux dire. Bon, et en plus, chez votre fils, il y avait le désir de venir en aide, d'aider. Absolument. C'est la raison qu'il a évoquée. Je suis parti aider des gens. Il a des pleurs, des sanglots dans la voix quand il nous met ce premier message. C'est comme ça qu'on sait d'ailleurs qu'il est en Syrie grâce à l'indicatif téléphonique. Il ne le prononce pas. Il dit « je suis parti aider des gens ». Il le répète en bouche « je suis parti aider des gens, je suis parti aider des gens ». Et j'espère qu'un jour, vous comprendrez la vérité que je suis allé chercher. Et ça, il le redit dans son testament. Véronique Roy, ce qui est très important, c'est qu'en fait, votre fils explique qu'en France, il n'y avait pas d'idéaux pour la jeunesse. Et qu'en fait, cet idéal a pris la place de ce qui n'existait pas, du vide. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'idéal qui le séduisait. Et pourtant, il se réalisait dans d'autres idéaux, puisqu'il était dans la compétition sportive, il avait de bons résultats, même s'il s'est blessé, il se réalisait là-dedans. C'était un joli garçon qui avait du succès avec les filles, il faisait de la musique, il dansait comme un dieu, il était aimé, il était aimant. C'est incompréhensible. Mais bon, voilà, en même temps... c'est à la fois incompréhensible, mais en même temps, ça explique ce qu'il est devenu. C'est-à-dire que... L'idéal qu'on fait miroiter, effectivement, aujourd'hui en Occident, un peu trop, c'est ce que le Clésio appelait l'extase matérielle, c'est-à-dire cette espèce d'engloutissement dans la matière, dans le fric. On parlait tout à l'heure de trappe, avec les figures de trappe, etc. Le premier réflexe de ces figures a été de parader en Ferrari à trappe, et d'ailleurs aujourd'hui, ils ne sont plus les bienvenus. Il y a quelque chose là de l'ordre de la matière engloutissante qui est terrifiante. Et si effectivement c'est la seule perspective qu'on propose, qu'on ne s'étonne pas. Quentin, il recherchait les purs, il était un peu comme un moine, vous savez. Et je me souviens quand il a annoncé sa conversion à la maison, ça n'a pas été facile pour mes parents notamment, enfin qui sont très tolérants. On a été élevés comme ça, hein, avec on accueille des juifs, des musulmans, des athées, des machins, peu importe. Voilà, je dis souvent on est un peu la famille Benetton, vous savez, dans les campagnes anciennes. Et voilà, Quentin a évolué avec ça, avec un papa qui est né à Port-au-Prince, mais qui était très intégré, grand-père paternel qui était communiste. Bon. Voilà. Et mon père a fait le petit séminaire, c'est un militaire, il connaît très bien les religions. Et je pensais que ça allait aider Quentin. Parce que, bon, et ma maman lui dit, mais Quentin, puisque tu es devenu musulman, est-ce que tu aurais pu devenir moine, prêtre? Il dit, oui, mamie. Mais j'ai choisi l'islam parce que, voilà, j'ai étudié, et puis c'est la dernière religion, et puis elle accepte tous les prophètes, et puis c'est un peu la super religion, la plus moderne. Enfin, ça c'est très utilisé dans la propagande, sur les réseaux sociaux. C'est ce que m'a dit d'ailleurs Gilles Kepel. Il m'a dit ça, c'était déjà le début du salafisme, sauf que nous, nous ne l'avons pas vu et compris. On faisait confiance à Quentin qui raisonnait. Mais quand il est parti, il ne raisonnait plus. Et plus il est resté là-bas, moins il raisonnait. À tel point que, par exemple, quand je sortais de mes cours de yoga et que je voyais qu'il m'écrivait, je disais « Quentin, surtout reste en ligne » parce qu'on attendait ces messages. Pour nous, d'être vivants, c'était un espoir. Et il me disait « Maman, arrête le yoga, c'est du polythéisme. » Vous voyez? Mais je dis « Quentin ». Et quand il parlait de polythéisme, je lui dis « Mais Quentin, c'est toi qui es en fait la polythéisme. » Parce que moi, je pensais au sacrifice sur les autels des dieux, etc. Et je lui dis « Quelque part, c'est ce que vous êtes en train de faire. » Quand je disais « vous, le groupe ». Mais eux, ils disaient, enfin eux, Quentin dans la parole du groupe, nous ne faisons pas de mal. Ou si on en fait, le mal que l'on fait moins grand que celui qu'on nous fait. Nous n'attaquons pas, on riposte. Oui, c'est la rhétorique de la victimisation. C'est là on retrouve le retour du sacrifice. Hein. Exactement le titre du livre de Jacob Rokosinski. Oui, tout à fait. Bon, j'essaie de comprendre ce qui peut conduire un être humain à se tuer en tuant d'autres, c'est-à-dire les fameuses bombes humaines, mais ça vaut aussi pour ceux qui meurent au combat, d'une autre façon, bon, je veux dire, voilà. Et donc, il m'a semblé qu'il y avait là un retour d'un très ancien schème, qui est le schème du sacrifice, on a déjà parlé, mais sous une forme qui avait été proscrite, non seulement par l'islam, mais par les trois monothéismes, à savoir le sacrifice humain. Mais le martyr est glorifié dans l'islam, hein. Oui, mais pas de cette façon-là, parce que le martyr, dans la manière traditionnelle, c'est celui qui meurt en combattant sur le chemin de Dieu, donc un combattant qui meurt au combat. Alors celui qui se fait exploser... Quentin, il est mort en portant de la TNT... non, on ne sait pas. Non. Des explosifs. Non, on ne sait pas. C'est-à-dire que le messager de mort qui nous a écrit sur WhatsApp, moi j'ai conversé avec lui 20 minutes, et mon mari a conversé avec lui aussi le lendemain, et... Lorsqu'il parle avec moi, il est relativement respectueux de la mère qui a perdu son fils. Il dit « Ton fils est glorieux, ton fils est un héros, lis l'islam, ça ira mieux, ne pleure pas, il faut pleurer sur le prophète parce que personne ne le suit, etc. » Et mon mari, quand il lui a dit le lendemain qu'il était un pauvre con, qu'il était le prochain sur la liste,
que l'islam ne dit pas de tuer, enfin pourquoi tout ça? Et il lui a dit que mon mari serait le prochain sur la liste quand il viendra en France, voilà. Et là, il lui a dit, de toute façon, on n'enterre pas ceux qui meurent en se faisant sauter. Donc on ne sait pas s'il a dit ça en réaction à mon mari. Maintenant, ça reste une hypothèse. Moi, j'ai cru comprendre qu'il s'était fait sauter, justement. Non, mais pas du tout. On ne sait pas comment Quentin est mort. Mais c'est probable. Peut-être qu'il est mort en combattant, peut-être qu'il est mort sous les bombardements. Mais en tout cas, il dit dans son testament qui nous a été envoyé, c'est bizarre quand même, hein, présenté comme un testament, que mes parents sachent que j'ai l'intention de mourir, qu'on ne peut pas vivre dans ce monde de faux et d'illusions. Là, on est exactement dans le sacrifice, Jacob. Exactement. Le sacrifice comme auto-sacrifice, et un auto-sacrifice humain, c'est ce qui est interdit par les 3 religions monothéistes. Leur mythe fondateur, c'est le mythe d'Abraham, qui, au moment de sacrifier son fils, un ange de Dieu lui dit « Non, on ne fait pas de mal à l'enfant, prends un animal, etc. » Mais dans le sacrifice, il y a la volonté de se transfigurer, je pense. La volonté de faire de son corps, dans l'auto-sacrifice, de faire son corps une offrande à son Dieu, et donc il a employé le mot glorieux, cet ange de la mort. Bon, voilà, votre fils est glorieux, il est sorti de son existence misérable en ce monde pour devenir un corps glorieux auprès de Dieu. Et c'est important parce que je trouve qu'en Occident, on a trop tendance à parler de ces gens-là comme des djihadistes, comme des nihilistes, des gens qui ne croient en rien, des suicidaires, des malades, etc. Mais c'est faux, c'est tout le contraire. C'est notre société qui est nihiliste. On en parlait tout à l'heure, c'est notre société qui a perdu ses idéaux, qui n'offre pas un horizon d'espérance, une promesse c'est pas porter aux un jeunes. jugement que de dire ça, c'est simplement faire ce constat. Et ça ne veut pas dire que nous, parents, on glorifie... Les jeunes qui souffrent de l'absence d'idéal, de l'absence d'espérance et d'avenir, et qui décident de rejoindre une cause qui leur promet un idéal de justice, ils ne sont pas des nihilistes, ils réagissent contre ce nihilisme, et ils espèrent ressusciter. Voilà, ils espèrent ressusciter, et comme leur conversion était déjà le fait de mourir à ce qu'on était pour renaître comme un homme nouveau, born again, comme disent les Américains, eh bien je pense que l'idée de mourir en se faisant exploser ou mourir au combat pour aller directement auprès de Dieu, je pense que c'est une manière de répéter leur conversion. Jacob Rogozinski, il y a quand même autre chose dans votre livre que vous abordez, qui est au fond la sublimation des pulsions criminelles. Tout à fait. Il y a quand même des pulsions criminelles dans cette attitude. Il n'y a pas que le sacrifice. Il y a le sacrifice, éventuellement, et puis il y a aussi des pulsions criminelles, et vous montrez comment elles sont sublimées par l'islam. Par l'islam et par toutes les religions, je dirais. Oui, non, mais d'accord, mais dans le cas d'espèces, ne fuyez pas. Non, pas du tout, mais les pulsions criminelles, on en a tous. Vous en avez, j'en ai aussi, je veux dire. Mais nous avons réussi à les sublimer, plus ou moins. Mais je pense qu'on en a tous. Voir Freud, voir Girard, voilà. Bon, mais nous avons réussi. À côté de moi, je ne suis pas sûr qu'elle va être d'accord avec le fait que son fils ait des pulsions criminelles. Non, mais nous en avons tous. Mais nous avons réussi à les sublimer parce que la société nous a aidés. Et je pense que les grandes religions, et l'islam est une grande religion, elles ont été créées aussi pour cela, pour permettre de sublimer ces pulsions destructrices et meurtrières. En France, on a une vision anticléricale qui est extrêmement naïve. On s'imagine que les religions sont forcément fanatiques, destructrices, obscurantistes. Non. Si on revient encore une fois au mythe d'Abraham, il y a la volonté de lutter contre le désir de meurtre, le désir de tuer un enfant, pour le remplacer par autre chose. Alors vous allez très loin, parce que vous dites que l'islam peut vous déradicaliser. Je vous ai bien lu, hein. L'islam peut vous déradicaliser. Alors expliquez-nous exactement ce que vous voulez dire par là. Bon, je pense que l'islam est contradictoire comme toutes les grandes religions, comme toutes les grandes doctrines humaines. Je pense que l'islam ne se réduit pas à la version fanatique, extrémiste et meurtrière qu'est le djihadisme, et sans doute aussi le salafisme qui est le terreau du djihadisme. Je pense qu'il y a dans l'islam des ressources permettant de lutter contre cette radicalisation mortifère. Si donc pour sublimer cette pulsion. Oui, tout à fait. Donc l'islam peut aussi sublimer cette pulsion. Bien sûr. Dans la mesure où les musulmans, une fois par an... Mais l'islam, où est-ce qu'on dirait l'islam originel ou l'islam... je ne sais pas... C'est intéressant ce que vous dites, je m'excuse, je vous interromps. Non, mais regardez, au moment de l'Aïd el-Kébir, les musulmans égorgent un mouton pour commémorer le sacrifice d'Abraham. Alors il y a des braves gens en France qui disent « Ah oui, on voit bien que c'est des gens cruels puisqu'ils tuent un mouton ». Non, c'est tuer un mouton pour ne pas tuer des hommes. C'est pour commémorer le geste d'Abraham. C'est en ce sens qu'il parle de déradicalisation. Oui, commémorer le geste d'Abraham qui, justement, renonce au sacrifice humain. En ce sens là, les djihadistes trahissent la vérité de l'islam. Ça, il faut le dire et le redire. Bon, c'est un courant de l'islam. Mais ils se revendiquent de l'islam. Oui, c'est un courant de l'islam. Voilà, il faut tenir les deux choses. Et vous le dites, il faut le djihadisme a tout à voir avec l'islam, il faut en finir avec le rien à voir. Même s'il n'est pas la vérité de l'islam. Il faut finir le rien à voirisme disant ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais ça, c'est une grosse erreur d'avoir dit ça. Le djihadisme appartient à l'islam, mais il trahit la vérité profonde de l'islam. Mais on a vu ça avec le christianisme aussi. Moi, je pense que Quentin a recherché ça. L'inquisition chrétienne n'était pas très proche des évangiles, et pourtant c'était l'Église.
lise? Vous savez, quand Quentin s'est converti, il y a pas mal de livres ici, moi il y a un livre qui m'avait marqué et que je voulais que Quentin lise, alors, qui n'était pas précisément sur l'islam, mais dont le héros est un musulman. C'est Racine. Vous voyez ce livre, Racine, sur l'histoire de ces Afro-Américains? On parle de l'esclavage jusqu'à... Voilà, magnifique livre. Le héros est un guerrier, enfin un guerrier au sens africain du terme, d'une tribu musulman, mais musulman au sens presque, enfin pur du terme, des origines, et jusqu'à la fin, quand il devient esclave, on lui demande de renoncer d'ailleurs à ce qu'il est. Ses racines, il garde ça précieux en lui, il transmet ça à ses enfants, petits-enfants, etc. Et quand un enfant naît, il le présente aux dieux. Ça a quelque chose presque de chamanisme, vous voyez. Et je disais, Quentin, lis ce livre. L'islam que tu cherches, c'est peut-être ça. Il y avait quelque chose à voir avec ça. Vous voyez, un côté... et je ne voyais pas de mal à ça. Si vous voulez. Et moi, j'ai cru en l'intelligence de Quentin. Avec son père, on a cru à sa faculté de connaissance. Et il a été... il y a eu un basculement, il a été transporté vers l'ombre, quelque chose comme ça. Il a été très marqué quand il était en France par le début de la guerre en Syrie, ça c'est sûr. Comme il avait été marqué avant par le tremblement de terre en Haïti, d'où vient son père, ça l'a profondément marqué, ça c'est clair. Il a été marqué, alors ça va vous paraître très anecdotique, mais j'en parle dans le livre, la manifestation pour tous, le mariage pour tous, la procréation assistée, ça le perturbait. Lui qui était scientifique, machin, ça le perturbait. L'affaire Cahuzac, ça l'a perturbé. Le mensonge au niveau de l'État, vous voyez, tout ça, ça l'a... Pardonnez-moi, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, il serait engagé dans un mouvement communiste ou d'extrême gauche, tout simplement? C'est probable. Par soif de justice, par désir par l'espérance. Quelqu'un qui travaille dans le milieu associatif et que j'avais rencontré à la manifestation Charlie, il m'a dit qu'il aurait rencontré l'abbé Pierre et serait parti avec l'abbé Pierre. C'est probable. Mais voilà, il s'avère que il avait beaucoup de copains musulmans. Dans le foot, dans le sport, il y en a énormément. La radicalisation religieuse, elle passe aussi par là parfois. C'est tout. Et puis il avait une naïveté, Quentin aussi. Une forme que son grand frère n'a pas, et pourtant... Son grand frère le disait influençable, oui, c'est le mot qu'il prononce. Oui, Yanis se pose la question, effectivement. Par sa sensibilité, Yanis est plus cartésien, Quentin, bien que de formation scientifique, avec une forme de naïveté infantile. Quand il étudiait par exemple l'anatomie pour la fac, études de kiné puis études de sport, il disait « Maman, le corps est trop bien fait », pour qu'il n'y ait pas de Dieu là-dedans. C'était une évidence. Et alors, on avait du coup des joutes intellectuelles et philosophiques intéressantes à la maison, parce que l'un athée qui croit au Big Bang, l'autre, voilà. Bon, nous, on les a baptisés... On peut être croyant et croire au Big Bang. Aussi. Non, bien sûr. Heureusement. Bien sûr. Heureusement, c'est même la majorité. Mais vous voyez, et ma petite nièce, qui s'est... Peu de temps avant le départ de Quentin, j'ai une de mes nièces à 10 ans qui a demandé le baptême. Bon, elle a choisi Quentin comme parrain qui était déjà musulman. Ce qui était un beau geste en soi. Quentin a accepté de l'être, mais n'a pas voulu aller à l'église. Bon. Eh bien, il lui a fait une très belle lettre, que j'ai là, mais que j'aurai peut-être pas le temps de lire. Il lui a dédicacé un livre, vous voyez, sur Terre magique. Il ne parle pas de Dieu là-dedans et de croyance, mais il dit juste que le monde est magnifique. Et comme tout tableau est signé par un artiste, alors de même, ma raison et mon instinct me disent qu'il doit avoir un créateur à l'origine de cette création. Oui, on voit bien que l'enfer est pavé des meilleures intentions. Voilà. C'est-à-dire que des gens très bien qui veulent faire le bien se trouvent captés au service d'un dispositif de terreur et de mort. Merci à tous les deux. Alors, le livre de Véronique Roy s'appelle « Quentin, qu'ont-ils fait de toi ?» et le livre de Jacob Rogozinski s'appelle « Djihadisme, le retour du sacrifice ». Il est publié chez Desclés de Brouwer. Alors, au terme de cette émission, je voudrais dire que prévenir l'engagement djihadiste, c'est pas facile, mais on a donné quelques pistes. Ensuite, beaucoup de gens ont échoué à prévenir l'engagement djihadiste. Pour réussir, il faut beaucoup réfléchir. Alors, allez lire les livres que nous vous avons conseillés, ça vous aidera.